Je suis Julien. Je suis Valentin. Et vous écoutez l'épisode 2 du Yusan Podcast. Salut Valentin, comment tu vas? Quoi de beau dans ton monde de K-pop? Salut Julien, écoute, ça va très bien, plein de choses dans la K-pop, comme tout le temps, donc c'est plutôt cool. En ce moment, je suis en train de me foutre en boucle aespa avec Mamba. Non. Je suis trop fan de ce son, franchement. Tu vois, là, il y a 2 semaines où je te disais, ouais, mais je sais pas, j'ai peur qu'elles prennent la place de Red Velvet, tout ça, nanani nanana. Ça y est, elles ont pris la place de Red Velvet? Non, elles ont pas pris la place de Red Velvet, mais le son est puissant, mais j'en parlais tout à l'heure, donc du coup j'ai pas trop développé là-dessus, mais aespa, franchement, de la bombe. Mais après, tu vois, même tout ce qui est sorti là, NCT, c'est... Dernier NCT est pas trop mal, ouais. Ouais, pareil, je vais pas trop en parler de tout ça, parce qu'on en parle tout à l'heure. Et si, j'ai envie de parler, alors, c'est pas un groupe de K-pop, c'est un duo d'artistes coréens, ça s'appelle Vidéo Rose. C'est un peu dans le style, je sais pas, ceux qui connaissent un peu La Femme, le groupe français. Là, oui, mais j'aime beaucoup La Femme. C'est un peu dans le même style, vraiment, et sauf que c'est en coréen. Et là, franchement, c'est une petite pépite, ils sont très peu connus, ils ont commencé cette année. Vraiment, moi j'adore. Si des gens veulent découvrir, foncez. Et là, ils ont sorti leur nouveau son aujourd'hui, là où on enregistre ça. Donc, on est mardi, oui, c'est ça. Oui, et voilà. Donc, voilà ce qui se passe dans le monde de la K-pop pour moi. Et puis, je me suis enchaîné plein de survival. Je suis trop fan maintenant. Je peux plus m'arrêter de regarder. Mais c'est horrible, hein. C'est comme une tartiflette, quoi. Tu manges un peu et t'as envie de tout manger. Bon, je sais que c'est un peu bizarre de comparer un survival à un plat aussi gras et écœurant que la tartiflette, mais moi j'adore les patates et le fromage. Donc du coup, c'est vrai que c'est ça. Tu commences, tu regardes et tout. Le seul truc qui est chiant dans les survival, tu sais, c'est quand ils te repassent en boucle une scène. Mais surtout dans les produce, vu qu'ils sont, il y a énormément de meufs et tout, ou de mecs, du coup. La scène, tu l'as répété 8 fois, quoi. C'est là, non, stop, arrêtez. Et du coup, t'as même plus de temps pour voir les artistes passer, chanter et danser. Tellement ils filment les réactions, quoi. Ouais, je pense que la moitié d'un épisode, ça doit être des rewinds de trucs qui se sont déjà passés, quoi. C'est une boucle infernale du survival. C'est carrément ça. Et toi, de ton côté, dans le monde de la K-pop? Eh bien, écoute, peut-être quelque chose qui va te faire plaisir. J'ai beaucoup écouté Better de Twice. Quand j'ai fait la réaction, alors j'avais bien aimé, tu vois. Quand j'avais fait ma réaction, j'étais en mode j'aime bien, etc. Mais c'est vrai que j'avais pas reçu une claque quand j'avais entendu d'autres chansons que j'avais adorées sur la chaîne, quoi. Et pourtant, j'ai eu envie de retourner l'écouter bien après ma réaction. Et là, je l'aime beaucoup, donc ça me dégoûte parce que, comme vous le savez, peut-être si vous suivez un peu, je peux pas le mettre dans le K-Charts parce que YouTube me strike. Enfin, plutôt les gens qui s'occupent de cette chanson. La police de YouTube. Je sais pas si c'est Avex, je sais pas qui s'occupe de Twice au Japon, mais bref. Ces gens-là me cassent la tête. J'avais tellement envie de mettre cette chanson dans le top, dans le top 1, dans le K-Charts. Et je lui aurais donné mon petit macaron, là, ma chanson préférée de la semaine, parce que je l'ai écoutée à fond. Voilà, j'ai pas d'autres mots, j'ai beaucoup écouté cette chanson. Je suis fan de cette chanson de Twice et je préfère Better à I Can't Stop Me. What? vous pouvez me cracher dessus, mais je préfère de loin Better à I Can't Stop Me. Mais j'ai très hâte d'écouter la version anglaise qui va sortir de I Can't Stop Me, qui n'est pas encore sortie à l'heure où on parle. Ouais, non, pas encore, bientôt, ça arrive. Mais tu vois, Better, ça a été pareil. Moi, au début, j'étais un peu mitigé à la première écoute, et en fait, à force, j'adore. Vraiment. Ah ouais, mais quand tu réfléchis, cette chanson, elle est juste super bien écrite, quoi. En fait, ça me rappelle un peu, je sais pas pourquoi, Ice Cream Cake de Red Velvet, qui je trouve est aussi une chanson bien composée. Tu sais, tous les trucs s'enchaînent super bien, il y a rien de bizarre, tu sais. T'as vraiment l'impression que les gens qui font ça, ils savaient... c'est des Lego, quoi, tu vois, genre... Ça s'enchaîne, quoi, je sais pas, ça s'embrique bien. Bref. Mais tu sais que Ice Cream Cake, ça me fait rire parce que cette chanson, déjà, je l'adorais avant qu'on se connaisse. Mais la première fois où on s'est rencontrés, on avait parlé, du coup, on s'était fait nos top chansons Red Velvet. Tu m'avais parlé d'Ice Cream Cake, tu m'avais dit ça, justement, le fait que ce soit super bien composé, tout se répond bien. Du coup, j'ai réécouté la chanson de cette manière, en faisant vraiment attention à toutes les parties musicales. Et j'étais là, mais
waouh, c'est comme si je redécouvrais la chanson, je savais, mais c'est ouf, c'est ouf. Et maintenant, tu vois, c'est ma deuxième meilleure chanson K-pop de tous les temps, quoi. Ah, mais je sais pas si on en avait parlé, mais sans déconner, ça doit faire peut-être partie de mon top 10 des meilleures chansons de K-pop de tous les temps. Dans cet épisode, donc on va parler des nouveautés, des news comme d'habitude, un retour sur le charts de ces dernières semaines, un débat, on va dire un peu plus complexe, je sais pas trop comment avancer ça. Qu'est-ce qui fait qu'un titre c'est de la K-pop ou ça n'en est pas? Et on terminera par un top 5 et cette fois-ci on l'avait fait sur Twice dans le dernier épisode, qui est un des groupes que t'aimes beaucoup. Oui. Et donc on va faire un groupe que j'aime beaucoup. Ce sera Luna, mais contrairement à Twice où c'était... faut bien que je les case une fois par épisode. Au lieu de faire juste un top des musiques, de tout global, on a préféré faire un top MV pour que ce soit un peu différent. Donc on se base que sur le MV sans la musique. Et donc je pense qu'on peut commencer par les news de la semaine. Alors, les petites news du monde de la K-pop. Alors déjà, pour commencer, je vais parler de la plateforme Universe. Alors, qu'est-ce que c'est que la plateforme Universe? C'est une plateforme qui sera bientôt en ligne pour les fans de K-pop, donc partout dans le monde, et qui leur permettra de communiquer, donc d'avoir du contenu inédit de leurs artistes, et aussi d'interagir avec eux. Donc dessus, on pourra regarder les MV, divers contenus vidéo, des photos, des émissions TV, radio, tout ça. Bref, il y a tout qui sera centralisé sur cette application, et c'est d'un côté une bonne chose pour ceux qui parfois galèrent un petit peu à rejoindre ou trouver un fandom, mais c'est aussi un procédé qui permettra de rassembler les fans de différents groupes. Et la plateforme elle sera disponible dans 134 pays différents, en 3 langues, coréen, anglais et japonais, je présume. J'ai pas eu, je suis pas encore sûr, mais je le présume. Et vous pourrez déjà y retrouver notamment Park Ji-hoon, Cosmic Girl, Six, 80s, The Boys, J-Idol, Kang Daniel, AB6, IZ*ONE, Monsta X et Astro. Toute la liste des artistes est tombée qui seront présents là-dessus, donc on a plus d'infos le 9 décembre. Donc je sais pas ce que toi t'en penses de cette idée de plateforme qui réunit plusieurs groupes. Tout d'abord je te remercie parce que je voyais ce truc partout et je savais pas ce que c'était. J'avais la flemme de me renseigner, je me suis dit ah super il va en parler donc je sais ce que c'est. Écoute, j'ai un peu des doutes, je suis un peu sceptique parce que je me dis est-ce que ça va marcher parce que ça reste un énième truc et j'ai l'impression que la K-pop elle est déjà pas mal chargée, tu sais, entre Mnet, Wonderk, YouTube, V-Live, tu sais il y a déjà pas mal de choses quand même liées à la K-pop. Est-ce que rajouter un énième site ça va être bien? Et en même temps je me dis ouais mais si ça centralise tout, justement les trucs comme les V-Live, les comebacks, les photos, si tu peux parler avec tes idoles dessus parce que sinon je vois pas l'intérêt, je pense que ça peut être la plateforme numéro 1 qui centralise tout pour tous les fans partout. Et aussi ce qui peut être sympa si ça rassemble vraiment les fans coréens et internationaux, parce que j'ai l'impression que tu sais les fans internationaux vont sur les sites internationaux et tu sais les coréens ils restent toujours sur Naver, et nous les internationaux, enfin si on parle pas coréen c'est un peu compliqué d'aller dessus vu qu'il n'y a pas vraiment de version anglophone sauf Google Translate. Donc si Universe permet de faire ça, je pense que ça peut vraiment être bien quoi. Parce que pour l'instant les deux fandoms entre guillemets, enfin les deux côtés de la K-pop, fans internationaux et fans coréens, sont super séparés quoi. Parce que même Naver, je crois qu'il faut avoir un numéro coréen pour pouvoir s'inscrire. J'avais voulu m'inscrire là-dessus et il me demandait un numéro coréen. Donc je sais pas. Mais du coup oui, ça rend le truc plus accessible pour l'international, parce que c'est vrai que même la K-pop vise le public international, et même moi je trouvais que jusqu'à présent c'était un peu fermé pour les fans quoi. Enfin les fan clubs qu'il peut y avoir ou les fandoms, c'est un peu des trucs presque non officiels. Et pour pouvoir accéder à un fandom officiel, en général t'es très restreint si t'es pas en Corée ou au Japon. Autre info, NCT vers une expansion mondiale, point d'interrogation. C'est ce que nous laisse présager donc la SM Entertainment, donc l'agence qui produit le groupe NCT pour ceux qui ne savent pas. Et cette information, elle a été transmise par un des patrons de l'agence, Lee Sung-son, donc lors d'un événement, le Come Up, alors je vais essayer de le dire en anglais, Come Up 2020 Meet the Future Post-Pandemic. Et donc il a annoncé que le projet NCT allait s'étendre à une échelle mondiale encore plus vaste, donc en citant notamment l'Europe et l'Afrique. Donc il y a aussi l'Asie du Sud-Est, le Japon, les États-Unis, l'Australie. Donc il a même ajouté, et je le cite, « Vous ne pouvez pas y croire, hein ? Nous aussi, mais nous y arriverons ». Donc il a notamment annoncé que de nouveaux trainees dans l'agence se préparent pour leur arrivée dans la formation et qu'on devrait s'attendre à du nouveau chez NCT en 2021. Donc on voit que la SM elle a bien saisi vraiment cette notion de world domination, mais bon, tout reste encore un peu vague sur le projet. Est-ce que des membres des différents continents intégreront des groupes de K-pop, ou justement des sous-unités NCT seront créées pour représenter leur continent dans leur continent?
Du coup, ça ajoute un peu de flou sur ce qu'est la K-pop, mais bon. Et au passage, n'oublie pas que Resonance Part 2, le comeback de NCT, est sorti depuis hier. Il est disponible, foncez. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je pense que ce serait une super bonne idée s'ils avaient des groupes, par exemple un groupe anglais, un groupe américain avec que des membres américains, mais produits par l'ASM, etc., avec le son de l'ASM et le savoir-faire de l'ASM en termes de, tu sais, d'imagerie, et voir si ça marche ou pas. Je pense que ce serait une super bonne idée. Et alors, je pense qu'avoir un NCT France, c'est un peu trop... c'est un peu trop localisé, quoi. Un groupe 100% français, c'est un peu trop localisé. Je pense que ce sera plus un groupe... comment dire, à goût international, donc plutôt anglais, mais même tu vois avoir un NCT France, ce serait genre, je trouve incroyable, je pense que ça donnerait un coup de pied dans la musique en France, quoi, parce que du jour au lendemain ils verraient un groupe surproduit qui challengerait tout le monde et tout. Je pense que ils seraient tous en mode oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est quoi ce rouleau compresseur, quoi. Tu verrais qui dedans? Orelsan, Maître Gims, tout ça. Ah non, mais si ils font un truc France avec un truc rap et ils te font un gros Avenger du rap français, genre du Orelsan, du Alpha One, du Nekfeu, tout ça, ça serait... Non mais là tu vas trop loin, Par contre, un Show Me de Money ou un Pretty Rapstar avec des mecs, avec des rappeurs, ça ce serait stylé. C'est une espèce d'émission, ça ce serait grave stylé. Non mais j'aimerais bien voir ce que ça va donner. Par contre c'est vrai qu'NCT, je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire avec ce groupe. Je pense qu'ils veulent se rapprocher d'une espèce d'AKB48, tu vois, pour comparer au Japon. C'est des groupes sans fin avec des mecs qui sont diplômés entre guillemets, qui partent du groupe, tandis que d'autres, des jeunes, les rejoignent. Bon, pourquoi pas, mais je pense aussi ce qui est sympa, c'est aussi d'avoir un autre groupe masculin, tu sais, un vrai groupe fixe, comme on a eu Shiny, comme on a eu Super Junior, etc. Je pense que ça pourrait être sympa, quoi, ou EXO. Alors du coup il y a l'arrivée des Mamas très bientôt. Donc petit rappel, donc c'est le 6 décembre, la date de la fameuse cérémonie des Mamas qui récompense l'industrie musicale asiatique, mais surtout coréenne. Hein. Et donc les votes sont toujours ouverts sur le site mama.mwave jusqu'au 5 décembre. Donc vous pouvez donner votre voix pour les artistes favoris, mais après vous pouvez voter tous les jours, donc je vois pas trop l'intérêt, enfin... Voilà, si, il y a un intérêt derrière purement mercantile, mais bon, c'est un peu bizarre comme système de vote, mais vous pouvez voter. Donc actuellement en artiste de l'année, nous avons BTS en pole position, étonnant, Blackpink en seconde position, étonnant, et NCT qui clôture le podium. Bon, au moins on sait que ce résultat, c'est surtout dû à la taille des fandoms, hein, faut pas se mentir quand même. Et pour le meilleur boys band, donc je vais dire un peu quelques catégories. Pour le meilleur boys band, c'est BTS qui l'emporte pour le moment. Quelle surprise. Chez les girls band, attention, j'espère que vous êtes bien assis parce que vous n'allez pas en revenir. Blackpink évidemment. Et donc moi j'adore ces deux groupes, hein, je reconnais qu'ils ont fait une super année 2020 quand même. Mais bon, je me permets ce sarcasme parce qu'on sait qu'avec ce procédé de vote, c'est plus la taille qui compte. Et dans la catégorie rookie pour le moment, c'est Secret Number qui est en pole position chez les girls band. Ok. Ce qui n'est pas étonnant non plus. Ouais, bon. J'en parlerai lors du Catch Shorts Time. Vous allez comprendre pourquoi, ça m'étonne pas du tout. Et chez les boys bands, c'est Treasure qui est en tête, mais bon, rien n'est joué, il suffit de voter. Bon, Treasure, c'est mérité selon moi, mais ça n'empêche pas qu'ils ont le pouvoir de la YG derrière et un survival aussi derrière eux. Et bon, voilà. Ouais. Moi, Rookie, fils et signature, et puis basta. Ah bah mais oui, de ouf. Après le deuxième single là, de Secret Number est pas mal, mais ce que a sorti Signature là depuis le début de l'année, c'est gold quoi. Donc mais bon, le truc c'est qu'on parle des mamas, on leur donne de l'importance alors qu'on sait tous que c'est nul en fait ce truc, c'est super nul. Ça nous permet juste d'avoir des super performances à regarder parce que c'est vrai qu'il y a plein de performances iconiques des mamas, mais en vrai on est tous d'accord pour dire que c'est super mal fait, qu'il y a des groupes qui devraient être là et qui sont pas. Moi je pense à Stray Kids, on l'a tous vu, leur absence. Et pourtant même nous on leur donne du crédit, tu vois, en parlant d'eux, alors que c'est nul ce truc. Mais après tu vois, enfin oui c'est... Mais tu vois, bon on en parlera tout à l'heure dans le débat, mais tu vois justement par rapport au système de vote, moi c'est plus ça qui me pose un peu problème, dans le sens où je sais pas, t'as un groupe comme BTS et t'as un groupe comme... je sais pas, un plus petit groupe de boys band, tu vois, j'en sais rien, qui ont une communauté moins importante quand c'est les fans qui votent. Qu'est-ce que tu veux faire quand t'as une communauté avec peut-être 1 million de fans
et un autre était un groupe comme BTS, je sais pas combien c'est est la communauté, mais tu vois, des dizaines de millions, c'est quand même une différence qui se compte en millions de votes, quoi. Donc du coup, c'est chaud, tu peux rien faire, quoi, en gros. Donc c'est... Ensuite, aespa, donc bon, bien sûr, aespa, il s'est passé des trucs, hein. Ah là 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 là. Elles ont fait un super comeback, enfin non, pas un super comeback, un super début, mais il y a eu beaucoup d'accusations, beaucoup de choses qui leur sont tombées dessus. Et en fait, je voulais en parler par rapport à tout ça, les rumeurs de... Enfin non, c'est pas des rumeurs, il y a eu des accusations de plagiat par rapport au MV, des rumeurs sur le passé de Gisèle. Et franchement, enfin, tous ces trucs sont tombés, moi, au final, je me suis dit, j'ai pas envie d'en parler. Parce que franchement, enfin... relou. Les filles, qu'on les laisse tranquilles, faudrait aussi parler de ce que les filles, elles font, et ce qu'elles font, c'est bien. Donc, on va plus parler de ça tout à l'heure, de toute façon, quand on va faire les comebacks et les débuts. Mais sinon, il y a quand même une petite rumeur sur laquelle je voulais intervenir, c'est notamment par rapport au fait qu'il y aurait potentiellement 3 trainees de l'agence SM qui pourraient intégrer le groupe. Alors pour l'instant, on n'a pas du tout d'infos claires là-dessus, mais il y a quelques noms qui sont sortis. Donc je vais pas dire parce que c'est pas sûr, mais en tout cas voilà, il y a cette rumeur qui est sortie, et surtout voilà, il y a beaucoup de spéculations, notamment à travers la scène de fin du MV où on a un avatar qui apparaît là tout bizarre et tout. Donc est-ce que c'est un nouveau personnage, est-ce que c'est un antagoniste dans l'histoire, dans le concept donc voilà, mais je trouve ça un peu étrange quand même voilà, elle fait un début assez marquant, et que là, il y a cette spéculation de 3 possibles membres qui rejoignent le groupe. Je sais pas comment ils vont arranger ça. Je sais pas trop. Alors, c'est pas un coup de gueule, mais ils ont rajouté Yeri après les débuts de Red Velvet, et je pense que t'es la preuve vivante, hein, je pense que tu peux confirmer ce que je vais dire. J'ai l'impression que les gens n'excusent toujours pas Yeri d'être dans le groupe aujourd'hui. Les gens pensent que c'est toujours la meuf qui aurait jamais dû être dans le groupe, qu'elle est nulle, qu'elle est je sais pas quoi, etc. Et je pense que la raison, bon, en plus du fait qu'elle était jeune quand elle est rentrée dans le groupe, mais c'est surtout qu'elle est arrivée après et qu'il y a des gens qui étaient attachés aux 4 filles de base. Et là, j'ai peur que ça fasse encore la même chose. Quel est l'intérêt de rajouter des nanas après le début du groupe? C'est ça que je comprends pas. SM, expliquez-moi. Créez votre groupe, soyez certain du concept que vous voulez faire et allez-y à fond. Ne faites pas des trucs en Lego, en pièces détachées, où on rajoute des trucs, genre t'as pas t'as pas le groupe au complet en fait finalement là, tu vois. Donc moi ça me stresse en fait, tu vois ce que je veux dire. Genre je comprends pas l'intérêt. Si elles sont 4 et qu'elles vont rester 4, très bien. Si elles sont 4 et qu'au final elles vont être 7, 8, 9, je m'en fous du groupe final. Mais sors-les dès le début quoi. Pour Yeli, il y avait une raison. Elle pouvait pas intégrer le groupe, il y avait une raison qui faisait qu'elle pouvait pas arriver à partir de Happiness. Mais elle était prévue de base quoi, et puis il y a son petit easter egg là où elle est présente dans le clip là, on la voit apparaître discrètement. Mais c'est elle le ourson qui bouge. Non, je crois que c'est au tout début quand ça commence le clip, tu sais, t'as ce petit décor là. Ah oui, il y a des gens dedans, oui. Et il y a des gens dedans, et elle est par là, elle est cachée par là. Mais tu vois, pour là, il y avait une raison, une vraie raison qui fait qu'elle a pas pu intégrer dès le début. Tandis que là, pour aespa, et vu que ça concerne le concept, là, je trouve ça étrange parce que c'est juste. Moi j'ai l'impression que ça fait on n'a pas bien préparé notre concept quoi. Et c'est juste au cas où, parce que même si sans forcément les révéler, au moins le teaser dès le début, dire dès le début, là vous avez une partie 1, c'est une intro quoi, et après vous allez avoir une partie 2. Là c'est juste ouais voilà, on fait le groupe en lui-même se suffit à lui-même quoi, enfin le début se suffit à lui-même. J'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus quoi, enfin. C'était quoi la raison pour laquelle Yeri était pas dans le groupe à la base? Je crois que c'était parce qu'elle avait pas fini ses études, hein. Je suis pas sûr, hein. J'ai essayé de le revoir il y a quelques jours, mais j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais il y avait des raisons, je sais que c'était normal. Peut-être des gens dans les commentaires nous le rappelleront, mais il y avait une raison valable. Et concernant les accusations, etc., c'est vrai que c'est un peu compliqué, le fait que ce soit un gros groupe, etc. Il y a quand même, je pense, des gens qui veulent du mal à aespa, parce que forcément, un nouveau groupe féminin, ça peut faire de l'ombre à d'autres groupes féminins, ou même à d'autres groupes tout court, et donc il y a forcément une espèce de ressentiment vis-à-vis de ça. Et ça, je trouve que toute cette partie qui est négative, qui est là pour nuire, qui est malveillante, je suis pas d'accord avec ça.
Maintenant, sur un autre point, si effectivement certains membres d'Aespa ont fait des choses pas tout à fait cool ou etc. Je pense que entre guillemets c'est normal que les gens en parlent dans le sens voilà moi ça me dérange parce que cette nana je sais pas elle a pas été sympa etc. Maintenant au point d'aller insulter la nana de penser que l'erreur qu'elle a faite il y a 1 an, il y a 2 ans, aujourd'hui la nana elle a pas changé, elle a pas évolué. Enfin, j'ai l'impression qu'on a oublié cette notion de pardon aussi, tu vois. On leur donne trop le coup près, tu vois, genre ça y est la nana elle a été bully une fois, peut-être parce qu'on sait pas. Elle a été bully une fois et du coup ça y est elle va être bully toute sa vie et elle peut pas se racheter et elle peut pas s'excuser, tu vois ce que je veux dire. Et ça je trouve ça super chiant quoi. Et en plus surtout c'est que j'ai l'impression que 3/4 des choses qui sont dites sur Aespa c'est surtout des allégations mais qui sont jamais confirmées à 100% quoi. Genre tu vois il y a quelqu'un qui sort une rumeur et puis tout le monde court avec quoi. Mais c'est de toute façon enfin par rapport à ça la notion de pardon, enfin moi quand je suis rentré dans le monde de la K-pop, enfin j'ai très bien vu après par rapport à tous les dramas, les scandales et tout qui sont généralement des scandales et dramas entre guillemets. J'ai abandonné l'idée de me dire est-ce que les gens vont un jour pardonner. J'ai abandonné totalement. Du coup moi je vais plus militer pour défendre tu vois les artistes, mais à un moment donné c'est occupez-vous de vos affaires les gens. Et surtout, enfin, moi justement, ce que je vois par rapport au passé de Gisèle, voilà, malgré qu'elle était, tu vois, pareil, le fait qu'elle était une bully, bon, c'est pas trop. Peut-être hein, qu'elle a été, peut-être qu'elle se droguait, peut-être qu'elle picolait et tout, mais peut-être que depuis, elle a changé. Peut-être que ces personnes avec qui elle s'est comportée comme ça, elle s'est excusée. Peut-être qu'elle s'est dit, non, j'étais pas bien avant, aujourd'hui je le suis. Mais après ça, même, on le sait pas. Déjà, on sait pas ce qui s'est réellement passé, on sait pas comment dans sa tête c'est. Et quoi qu'il en soit, moi même une personne qui aurait pu avoir un passé, tu vois, assez sombre, qui aujourd'hui arrive et te dit aujourd'hui je me suis battu pour mettre ce passé derrière, pour être quelqu'un de bien aujourd'hui, mais je trouve que c'est une personne hyper inspirante quoi. Donc tu vois, venir à cracher sur une personne qui se bat pour être meilleure de jour en jour, c'est facile quoi, et puis je suis sûr et certain que 102% des personnes qui les accusent dans leur vie, c'est pas tout rose hein. Enfin ils ont pas fait que les belles choses. Ah oui non mais c'est clair, c'est toujours jette la première pierre mais les gens enfin les gens sont pires quoi. Déjà rien que le fait d'être aussi exécrable sur internet, c'est en quelque sorte du même niveau que ce qu'ils reprochent aux idoles quoi. Ouais. Maintenant, on va passer à la partie des comebacks et des débuts. Tout d'abord, je vais parler un peu de Stacy, donc qui nous a fait ses débuts en bombe avec son petit bop So Bad. Donc bon, les débuts qui sont un peu entachés par là aussi une accusation de plagiat dans le MV, bon, qui fait beaucoup penser à une séquence d'un clip de Miley Cyrus. Donc c'est l'équipe artistique, et ça c'est bien de le souligner, c'est l'équipe artistique qui a reconnu son erreur. Comme ça, on s'en prend pas aux filles qui n'y sont pour rien. Mais à côté de ça, quand même, on peut les féliciter parce qu'elles ont quand même explosé le charts Anteo en vendant plus de 10 000 copies en une semaine, ce qui est une première pour un groupe rookie, donc qui débute. Bravo. Ouais, mais la chanson est vraiment pas mal et ce qui est sympa aussi, comme tu dis, c'est l'équipe qui s'est excusée et moi je pense que ça peut être en leur faveur parce qu'il y a peut-être plein de gens qui n'étaient pas intéressés par ce groupe et qui se sont dit ah bon, en quoi elles ont plagié Miley Cyrus, et ça leur a donné forcément des vues parce que les gens ont voulu vérifier le clip, ouais. Tu vois. Donc finalement un petit on va dire un petit plagiat, une petite copie, que ce soit fait exprès ou non, ça peut parfois avoir une retombée positive quoi. Ouais, parce qu'en général c'est vrai que tu vas toujours avoir quand tu as un plagiat, bon forcément les gens qui sont pas contents vont s'en prendre d'abord au groupe, et tu vas avoir l'agence qui va dire oui excusez-nous pour ce malentendu, on n'a pas essayé de nanani nanana en parlant au nom du groupe. Et sauf que t'as jamais l'équipe artistique qui est là à dire ouais non désolé c'est nous on a déconné. Du coup c'est bien cette façon d'agir. Mais du coup ça a permis comme tu dis je pense pour un public qui s'y connaissait pas trop dire tiens qu'est-ce qui s'est passé, et même pour Aespa hein, ça se trouve ça a dû y jouer quoi. Mais d'ailleurs en parlant d'Aespa, nous allons parler d'Aespa. Cette transition pourrie. Donc Aespa qui a fait ses débuts avec leur giga méga hyper super bop Black Mamba. Donc vous avez compris. On n'exagérons rien. J'exagère un peu, mais bon vous avez compris juste sur qui ils se sont. Donc surtout avec vraiment la composition, t'as beaucoup de hooks et d'harmonies qui sont très très bien foutus. T'as le mélange de l'univers coloré et dark, que ce soit autant dans le MV que dans la chanson. T'as vraiment ce mélange là qui est hyper intéressant. Alors,
c'est pas nouveau, il y a du déjà entendu là-dedans, mais ça on peut le dire aussi de la plupart des chansons de K-pop qui sortent, hein. Mais on voit que les filles se sont vraiment bien entraînées, elles nous offrent un début de qualité presque irréprochable pour moi. En tout cas les voix sont là, la chorégraphie est là, le son en général et le MV. Et pour moi ce qui fait qu'un groupe va percer, c'est surtout la première image qu'on en a. Et je pense que vraiment cette chanson, elle restera dans les pensées, quoi. Et c'est ce que je m'étais dit, notamment, tu sais, je te disais, pour que Red Velvet, il y ait quelqu'un qui prenne la relève de Red Velvet, il faut quelqu'un qui arrive, mais genre en mode, on est là pour faire l'amour à des mères, pour parler poliment. Et du coup, voilà, pour casser la baraque, quoi. Et moi, je trouve que ce son, il a cette carrure-là. Les filles, dans le visuel, ce qu'elles transmettent, leur charisme et tout, il y a ça qui en ressort. Dans leur voix, dans leur texte, enfin, elles sont pas là pour rigoler, elles sont là. On est le nouveau groupe féminin de SM, la plus grosse agence de K-pop en Corée du Sud. Je suis d'accord avec toi, mais, parce qu'il y a un mais, j'arrive pas à être aussi enthousiaste que toi sur le projet, sur le groupe, parce que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour la chanson. Alors, si tu veux, je reconnais tout, quoi. Enfin, déjà, c'est un groupe de l'ASM, donc en fait, tu sais qu'elles vont avoir des voix, qu'elles vont être talentueuses, qu'elles ont été entraînées de manière hyper sévère pendant on ne sait pas combien de mois, ou même d'années. Le visu est là, et je sais très bien qu'elles vont sortir un jour ou l'autre ce que moi je vais considérer être des bops. Pour chaque groupe de la SM qui existe, il y a une chanson que je considère être un méga bop, une chanson que j'adore. Donc je sais qu'avek aespa ça va être le cas. Juste, c'est pas Black Mamba pour moi. Du coup, je suis peut-être trop sévère avec elles, tu vois, parce que du coup, comme elles font partie de la SM, je suis super sévère. Je suis sûr que si ça avait été un groupe comme Signature ou Stacy qui avait sorti ça, j'aurais dit ah mais c'est incroyable, tu vois. Mais là, je me dis mais après, j'ai l'impression que je suis jamais très fan, tu sais, des premiers singles, parce que même Happiness des Red Velvet, j'avais beaucoup aimé, mais j'étais quand même en mode ouais, bon, ça va, c'est sympa, quoi. Et c'était avec Ice Cream Cake où j'avais trouvé ça mais incroyable, tu vois. Mais après, du coup, attendre aussi de voir comment elles vont évoluer sur d'autres styles de chansons, si c'est bien, si elles sont à l'aise. Mais là, c'est vrai que bon, franchement, le pré-chorus de Winter a cette voix. Et puis même les aïe 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 aïe, mais c'est génial, c'est trop bien. Mais bref, ça c'est purement des goûts personnels, des petites touches qu'il y a dans la chanson où je m'enjaille de ouf. Ensuite, comeback de Momoland, donc qui est de retour avec Ready or Not, donc chanson très colorful qui fait l'affaire selon moi. Donc on retrouve quand même la touche Momoland, notamment avec le refrain qui part en électro swing, mais dans sa première partie, moi ça me fait surtout penser à du Oompa Oompa et de Red Velvet, et j'adore franchement. Mais comme tu l'as dit dans ta vidéo réaction, le MV c'est pas vraiment ça apparemment, surtout pour un comeback. Bon, moi aussi je le pense, c'est en plus un comeback qui est très attendu, ça pêche un peu au niveau de la mise en avant du groupe. Bah écoute, j'ai déjà tout dit dans ma vidéo réaction, donc si vous voulez mon avis, allez la voir. Autopromo. Mais j'aime bien ce groupe, et la chanson, je la trouve bien, hein. Franchement, elle est pas mauvaise. Je trouve qu'il y a un truc qui est sympa. C'est pas bam, c'est pas boum boum, mais ça reste largement mieux que plein d'autres chansons que j'ai entendues cette année. Ensuite, nous avons GOT7, le groupe de JYP, donc qui revient le 30 novembre avec son nouvel album Breath of Love Last Beast, dont il y a un premier extrait donc, qui est sorti ce lundi 21 novembre, intitulé Breath. Donc pour moi, ils sont plutôt cool et rafraîchissants. Jackson est toujours aussi beau qu'un dieu, quoi, ça change pas. Donc un album qui aura 7 versions différentes. Donc les I Got 7, préparez vos porte-monnaie ou allongez votre liste de cadeaux de Noël parce que ça va douiller. Oh bah attends, j'espère, parce que ça fait un moment qu'ils ont rien sorti. Autant qu'ils sortent plein de trucs. Mais je pense que j'ai aussi un bias dans GOT7, j'en avais pas avant, et du coup, effectivement, c'est Jackson. Ah, mais... il crève vraiment l'écran dans Breath. Mais du coup, tu vois, Jackson, au moins ça a permis de laisser du temps à Jackson cette année de faire 2 projets solo, quoi, mais ça m'a permis vraiment de plus m'intéresser aussi, d'aller regarder un peu ce qu'il faisait avant, et voilà quoi, enfin, pour moi c'est un dieu, ce mec, c'est un dieu vivant. Bah écoute, quand j'ai fait la réaction, comme d'habitude quand je fais mes vidéos réaction, donc je me renseigne très peu, comme ça je suis pas trop pollué par des infos, etc. Mais du coup, c'est vrai que j'étais un peu étonné par le MV et par la chanson, et en commentaire il y a plein de gens très gentils qui m'ont dit que c'était une espèce de pré-release, et du coup je comprends mieux le choix qui a été fait, et du coup je le trouve plus qu'intéressant en fait. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Maintenant à voir que va être le plat de résistance, quoi. Qu'est-ce que ça va être
le vrai MV, le vrai comeback. Mais j'aime bien parce que tu vois, justement, ouais, le MV de Breath, ça me fait penser vraiment à, enfin, c'est ça l'idée, je pense, certainement, ce côté, tu sais, un peu de décor de cinéma hollywoodien et tout, donc tout qui est en train de se mettre en place, un peu, voilà, on est en train de préparer le tournage qui va arriver avec la suite avec l'album, quoi. Ensuite, en comeback, nous avons Chungha, notre belle Chungha, qui n'a pas fini d'être sur le devant de la scène cette année, avec l'annonce de son album prévu pour le 4 janvier. Donc elle fera son comeback en 3 temps. Donc d'abord elle sortira Dream of You le 27 novembre, X le 10 décembre, et donc l'album en janvier. Et pour moi j'ai l'impression que 2020 c'est quand même un peu l'année de Chungha en solo féminin. Bah écoute, j'ai juste hâte de voir ce qu'elle va faire, mais c'est vrai que c'est une des rares peut-être Nana de Produce en fait il y a très longtemps du coup, du premier groupe qui s'en sort super bien et qui a vraiment bien géré son truc. Enfin bon, il n'y a pas que elle bien sûr, hein. Il y a plein de gens qui sont derrière elle et qui ont beaucoup d'influence, mais en tout cas ils savent ce qu'ils font avec Chungha. Et effectivement c'est une espèce de boa en fait un peu, tu sais, je pense qu'elle gère super bien son truc et qu'elle a réussi à s'imposer en tant qu'artiste solo et je suis super content pour elle, quoi. Ouais, pareil. Ben moi j'ai vraiment eu coup de cœur cette année avec Stay Tonight. Avant j'aimais bien mais sans plus, quoi. Et là Stay Tonight, puis après bon, cette année elle a tellement, Chungha a tellement été présente, que ce soit pour faire des featuring ou autre. Enfin, je sais pas combien de sons sur combien de sons elle est présente, mais ça a beaucoup joué, donc ça m'a permis de plus m'intéresser à elle. Et là maintenant je suis totalement conquis. Autre comeback qui va arriver, donc là on va partir un peu dans la J-pop. Donc on verra si c'est J-pop ou K-pop tout à l'heure. Mais je vais parler de Neezy You, donc le groupe japonais de JYP qui est de retour après leur pré-début fin juin, où les filles nous ont donné la pêche avec le titre Make You Happy. Donc elles reviennent le 2 décembre avec leur nouvelle EP Step by Step. Et j'ai trop hâte parce que j'aime trop ce groupe. Et si vous voulez, vous pouvez même voir le Survival sur la chaîne YouTube de JYP. C'est sous-titré en anglais, mais ça va, c'est quand même assez compréhensible. Donc bon début de les filles, je vous adore. Je vois que quelqu'un a regardé le Survival. Je m'y suis mis vraiment par hasard parce que en fait, c'est en plus avec celui-là que j'ai commencé les Survival là ces dernières semaines. En fait, je sais pas, je vais réécouter la chanson là, Make You Happy sur mon Spotify. Et en fait, j'étais là, j'aime bien, mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher à ce nouveau groupe de JYP, alors que j'aime beaucoup les groupes de JYP. Et je me suis dit, tiens, vu qu'il y a le Survival, je vais le regarder. Et là, dès les premiers épisodes, je me suis attaché à toutes les membres et tout. J'étais là, ok, Mako, dès la première seconde où je l'ai vue, j'étais là, elle, c'est ma préférée. Elle, je suis sûr qu'elle sera dans le groupe. Voilà, c'était... Et puis maintenant, j'adore trop. Donc, tu sais, déjà, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais si tu me fais la pub de tous ces survival et que tu me dis comment me les procurer, je sais pas si je vais avoir assez d'heures de sommeil maintenant, parce que j'avais regardé The Unit que j'avais adoré. Ouais. Tu sais que j'ai même pas regardé Mix 9 en entier, alors que dedans il y a les membres de Luna qui vont plus jusqu'au bout, quoi. C'est des bonnes recettes et du coup après tu t'attaches au groupe et tu t'adores le groupe même si elles sortent de la soupe. Ouais. Ce qui est pas le cas bien sûr, hein. Je pense pas qu'il y ait vraiment un groupe qui est sorti de la soupe jusqu'à présent, mais tu te dis que rien que le fait que tu t'attaches tu les vois dans leur détresse, dans leur galère, t'as envie de les protéger, quoi. Non, mais c'est ça, et même tu les vois persévérer et tout, tu vois s'aider entre elles, tu comprends un peu comment, tu vois un peu les personnalités du groupe, ça casse un peu juste cette image que tu as quand tu les vois chanter, où tu vois juste une idole qui chante bien, qui danse bien. Tu vois un peu plus leur personnalité, et vu qu'ils sont très friands de ça en Asie, bon, on a eu des télécrochets pareils en France, quoi, mais c'est beaucoup plus présent en France, tu vois, en Asie, pardon, que ce soit au Japon ou en Corée du Sud, de montrer l'intime, en fait, la vie intime des idoles, des stars et tout, et forcément derrière, t'as un lien qui se fait derrière où tu t'attaches le plus, et ouais, donc derrière, t'as envie de les encourager, t'as envie qu'elles réussissent. Et bon, à la fin, non, je vais pas spoiler pour ceux qui ont pas vu. Et enfin, dernier comeback, donc j'ai envie de citer. Alors bon, on va dire ça, on va en parler assez rapidement parce que c'est juste une petite info qui est sortie comme ça, mais qui pour moi est l'annonce de l'année, quoi. Y a pas, j'attendais rien d'autre. Donc Red Velvet, Lee Sang-soo, donc des PDG de la SM, qui a annoncé le comeback de Red Velvet. Donc on n'a pas encore de date, mais c'est juste trop bien, ça va arriver. Donc moi je suis hyper soulagé, je suis là enfin. Donc bon, bien sûr, il y a des internautes qui ont réagi suite, je pense, aux histoires envers Irene. Donc je vais les citer, donc qui disent « Je pense qu'elle devrait attendre un peu plus longtemps. Je souhaite la bienvenue à tout le monde sauf Irene. Veuillez revenir en tant que 4 membres. » Et moi je dirais à tous ces gens d'aller gentiment bien aller se faire foutre. Voilà, occupez-vous de vos affaires, bonne journée, et Red Velvet, revenez vite, on vous attend. Non mais ils abusent, c'est un truc de malade.
On en avait déjà parlé de toute façon dans les précédents épisodes, donc allez l'écouter, disponible sur toutes les bonnes plateformes. Ils sont trop bêtes les gens. J'ai rien d'autre à dire, ils sont trop bêtes. J'ai pas envie de leur donner trop de temps à ces personnes-là. C'était juste pour dire Red Velvet va revenir et c'est le plus important. Eh bien, j'ai très hâte. Moi, à chaque comeback de Red Velvet, en fait, à chaque comeback de gros groupe où je sais qu'il va y avoir de l'argent investi, je suis très hypé. Après, est-ce que je vais aimer, c'est autre chose. Je suis très hypé. Eh bien, merci pour toutes ces dernières nouvelles. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires sur YouTube ou nous contacter partout. Parce qu'on est partout. Et on va passer au Catch Charts Time, donc le petit débriefing des 2 dernières semaines, peut-être, on va dire. Hey. Catch Charts, le classement sur le classement de la chaîne. En premier, donc je vais parler des numéros 1, je pense que c'est un peu le principal peut-être. Donc on a eu Everglow pour leur dernière semaine qui ont été numéro 1 et Blackpink qui sont redevenus première du classement. Ouais, c'était finir en beauté et franchement c'est amplement mérité. L'Adidas, c'est un gigabop et puis même, enfin, comme on discutait la dernière fois, Everglow, elles ont pris en popularité et du coup les gens ont vraiment envie de les soutenir mais parce que derrière la qualité est là et du coup cette première place pour finir était vraiment méritée. Et là du coup moi ce top 3 là vraiment je me suis dit mais c'est quoi ce bordel là, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup Twice qui chute en 3ème position, ok, Blackpink qui reviennent en première position, Mamamoo 2ème et du coup je suis waouh c'est pas normal. Mais je pense, j'ai l'impression pour Blackpink, c'est que tu dois, à mon avis, quand tu lances le truc, tu vois, tu lances le K-chart, tu dois avoir peut-être les fans de Blackpink qui doivent arriver, qui doivent voter à fond. Puis après, donc, ils oublient un petit peu, puis après, ils reviennent 2 semaines après voir, tiens, où c'en est? Quoi? Blackpink est 3ème? Attendez, on va voter et tout, faut qu'elle soit première, bim, elle revienne. Donc ça se trouve, peut-être que la semaine prochaine, ça va, redescendre, et puis peut-être pour la dernière semaine, bim, première encore. Je sais pas, mais j'ai l'impression que pour les gros groupes, quand je regarde un peu les K-charts, ça fait ça quoi. Il y a toujours une petite période de flottement et puis après ça revient quand tu vois du Blackpink ou du BTS est passé 3ème, 4ème. Non mais tu as raison parce que c'est vrai que, c'est l'impression que j'ai en tout cas, c'est que les groupes se relaient non pas parce que les gens entre guillemets les soutiennent tout le temps, mais parce que ils sont déçus de voir ce qui se passe pour leur groupe, tu sais. En fait, ils votent une fois toutes les 3 semaines ou toutes les 2 semaines et du coup ils se disent mais merde, il y a un problème là, mon groupe préféré il est pas numéro 1 et il pourrait l'être et du coup il y a une espèce de ping-pong qui se fait et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi un coup de mou en ce moment parce que même si j'ai beaucoup de votes, j'ai l'impression aussi qu'il y a moins de vues sur les vidéos, donc du coup il y a une espèce de ventre mou, peut-être que ça intéresse pas trop les gens en ce moment, les sorties qu'il y a là, alors que moi je trouve que c'est super qualitatif, mais je sais pas. Je sais pas. Je connais pas comment ça fonctionne. Tous les ones qu'il y a sur le Discord, hein, on se mobilise pour Twice, voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine avec Twice première. Merci. Dans les petites choses positives que j'ai remarquées ou que j'avais envie d'en parler, Wikimeki qui continue de monter, je trouve ça très marrant et je suis très content pour elle parce que je trouve que cette chanson est très bonne et elles sont aux alentours de la 10e place, ce qui je pense est une place assez juste. Ça pourrait être plus haut mais c'est déjà pas mal quand on sait d'où elles viennent et les échelons qu'elles ont grimpés au fur et à mesure. C'est un peu le dark horse de la compétition. Mais du coup, moi pareil, plus qu'une place avant de rentrer dans le top 10, mais même tu vois la chanson, je l'ai réécoutée hier, après le K-chart, et franchement, je me suis vraiment posé, je l'ai écouté 2-3 fois, et je sais pas, des fois j'ai envie de dire juste le passage après le premier refrain, et toute la partie qui suit et tout, juste ce passage-là, je dis mais comment ça donne pas envie aux gens, quoi, c'est... Mais là, du coup, si, il y a plus en plus de gens qui apprécient, du coup, je pense. Bah, j'espère. Parce que j'aime beaucoup cette chanson. Alors, là, c'était le tout dernier classement. Alexa, un petit plus 10. Je sais pas d'où ça sort. Alors, j'ai essayé de regarder s'il y avait des votes de triche, etc. Parce que quand il y a des remontées bizarres comme ça, et j'ai rien vu de particulier, donc peut-être que j'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça sort de nulle part, quoi. Pendant
1 ou 2 semaines, je pense qu'elle était pas dans le classement, et puis elle était un peu dans le fond du classement, mais elle était déjà dedans, ce qui était bien. Puis là, d'un coup, 10ème, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'avais envie d'en parler. Mais après, Alexa, mais donc, Alexa, j'aime bien ce qu'elle fait, mais je suis pas hyper fan. C'est pas trop mon style, mais j'aime bien apprendre ensemble. Elle a un truc, moi, ce que j'aime bien, c'est surtout sa personnalité. Elle a un truc, déjà dans son concept, tu vois, voilà, truc badass, je suis un personnage de film, une héroïne, tu vois, où je casse des gueules et tout ça, et je pense que ça aussi, ça y joue, mais je sais pas, elle a l'air hyper sympathique. Elle est vraiment hyper sympathique, je sais pas. Peut-être c'est pas du tout pour cette raison-là, mais je me dis peut-être ça y joue du fait que les gens ont un attachement pour elle, et pareil, tu vois, tu vas avoir ce truc de ah bah tiens, je vais voir le K-chart, ah mais elle est mal placée, Alexa, mais attends, mais on aime bien notre pote Alexa, allez, on va voter pour elle. Je souhaite aussi parler de mon préféré de la semaine dernière, du coup, Mago de G-Friend. Je trouve que cette chanson est incroyable. Il n'y a rien à jeter dans cette chanson. Le clip est très beau et je suis très content de pouvoir dire qu'il y a une chanson de G-Friend que j'adore. Alors j'aimais déjà Navilera, j'aimais bien aussi Fingertip, mais là, Mago, je trouve que c'est leur meilleur. Voilà, c'est leur meilleur. Ouais, je trouve super entrée, et moi pareil cette chanson, enfin moi plus je l'écoute, plus je l'adore cette chanson, et elles utilisent bien le concept rétro, et ça me fait penser un peu au clip All Night de Girls' Generation, le clip Mago. Ouais, un petit peu, ouais. Je suis aussi très content pour Lee Soo-hyun de Akmu, avec son titre Alien, qui monte aussi, parce que je trouve que la chanson est aussi très très bonne. Et je vais parler d'un petite entrée qui s'appelle Secret Number. Je dois parler un peu plus de ce groupe, parce qu'il y a une petite histoire. Donc je suis très content parce que j'aime God That Boom. Enfin, tous les gens qui ont vu la réaction, vous savez que j'ai bien aimé God That Boom. Mais il s'avère que vous le sachiez ou non, dans God That Boom, il y a une membre qui est indonésienne qui s'appelle Dita. Et à savoir que, un peu comme pour les fans thaïlandais avec Lisa ou Bam Bam, les fans de ces pays-là se sentent représentés en fait dans la K-pop, et tout le monde reconnaît la K-pop comme étant un style musical super important que tout le monde connaît un peu partout dans le monde maintenant, grâce à BTS, grâce à Blackpink, etc. Et ce qui se passe, c'est que mon classement a été partagé sur des sites indonésiens, dans des groupes indonésiens fans de Secret Number. Et ce qui a fait que le groupe était numéro 1 du K-Charts avec environ, quasiment 60 votes de plus que le numéro 2. Et je savais pas quoi faire. Je savais pas s'il fallait que je le garde ou il fallait que je le supprime. Parce que à la base, pour ceux qui savent pas, le K-Chart, c'était une manière pour moi de proposer un classement. Mais au lieu de faire un classement comme n'importe quel autre, je voulais que ce soit un classement avec des chansons que j'ai faites en réaction, donc ça avait un lien entre guillemets avec la chaîne de base, et aussi des fans français, des gens qui suivent la chaîne. C'était un peu un petit cadeau entre guillemets pour les fans de la chaîne, pour pas qu'il y ait que des vidéos réactions sur Monsieur Parapluie. Et donc là je me disais, est-ce que je prends des votes internationaux comme ça à partir de maintenant, est-ce que j'en prends pas? Et je me suis dit que je voulais que ce classement c'était pour les gens qui me suivent. Et du coup, je préférais garder, voilà, pour le moment, vu que la chaîne est encore petite, que ce classement reste à ceux qui la font vivre, du coup, et pas pour des gens qui n'en ont rien à faire et qui sont juste là pour que Secret Number soit numéro 1. Et puis, comme on l'a vu, là, c'est la deuxième semaine, elles ont à peine de quoi rentrer dans le classement. Donc là, on a les vrais votes, entre guillemets, qu'elle mérite de la part des gens qui suivent la chaîne. Et je me suis dit que c'était quand même mieux de faire ça, et que plus tard, peut-être, si la chaîne devient énorme et que le classement devient lui aussi énorme, peut-être là l'ouvrir du coup à toutes les communautés de toutes les langues, etc. Même si je continue de faire la chaîne en français, et que même s'il y a 200 votes indonésiens, il y a aussi 200 votes chinois, 200 votes coréens, 400 votes français, 200 votes allemands. Tu vois, à partir de ce moment-là, ça me dérange pas, quoi. Et que chacun, du coup, aide son groupe préféré, même si la raison pour laquelle c'est votre groupe préféré, c'est parce qu'il y a quelqu'un de votre nationalité dans le groupe, quoi. Suite à cette décision, Mnet nous a contactés pour gérer les prochains K-charts. Je déconne. Je suis aussi content pour Pentagon, et peut-être que les gens l'ont remarqué, j'ai pas fait de réaction sur Daisy. Alors la réponse est que quand la chanson est sortie, j'étais pas très motivé dans cette période-là, donc j'avais pas très envie de travailler sur la chaîne, donc j'ai un peu sacrifié des chansons, dont celle de Pentagon, et quand je l'ai écoutée la première fois, j'ai pas trop aimé. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup cette chanson.
Daisy de Pentagon, je la trouve vraiment chouette. Donc désolé aux fans de Pentagon, j'ai pas fait la vidéo réaction, mais le truc c'est que je pense que si je l'avais fait à la première écoute, j'avais pas aimé, donc je pense que j'aurais sorti une réaction où en fait j'aurais dit un truc du style ah j'aime pas trop, nanana, alors qu'en fait aujourd'hui avec du recul, j'aime vraiment cette chanson. Donc je tenais quand même à le dire, je suis content de les voir dans le classement. Et aussi Luna, les bébés, 4ème, hâte de voir la place que Star aura dans le classement. Mais je pense que Luna, tu les as tellement bien vendus auprès de ta communauté ces derniers temps que ça a dû les toucher, et c'est pour ça qu'elle grimpe de plus en plus, quoi. Parce que je le vois sur le Discord, les gens qui étaient là au début quand tu parlais de Luna, ouais, je sais pas trop, j'arrive pas. Et là, de plus en plus sur des messages, ah ouais, je commence à bien aimer et tout, et je pense que t'as réussi à les séduire, tu les as bien vendus. En même temps, bon. Non, mais je pense qu'ils en ont marre et ils font semblant, ils se disent putain, mais ils nous cassent la tête avec Luna, là, on va leur donner un vote comme ça, il arrête de nous saouler, mec. C'est des votes de pitié en fait. Et petit pronostic pour la semaine prochaine, du coup, pour toi, Star de Luna et Aespa Black Mamba. Alors, il y a un problème, c'est que j'ai accès au vote, donc je vois qui est machin, etc. Ah merde. Je peux juste dire que j'avais vu pas mal de gens râler sur Aespa, mais au niveau de la musique, donc de gens qui n'étaient pas du tout convaincus, etc. Ça a l'air d'être une minorité, on va dire bruyante, en tout cas qui donne son avis. Que la majorité a l'air d'être convaincue par le titre. Voilà, j'en dirai pas trop concernant leur classement. Et pour Star, je pense que quoi qu'il arrive, elle devrait faire moins bien que Why Not, je pense. Quel que soit le résultat final, je pense. Ça, c'est vraiment une prédiction. Et je pense qu'elle devrait faire mieux que Why Not, mais bon, ça c'est la vie perso. Bon, pour moi, c'est pas dans le top 5. Je sais pas, un sentiment. On verra. Je te dis pas trop, mais on verra. Et toi, du coup, t'as des choses qui t'ont plu, étonné en bien Pas de surprise vraiment, mais tu vois, justement, là, Temin, du coup, ça m'étonne pas là, avec son Idea, vraiment, de toute façon, on l'a déjà dit la dernière fois, Temin, franchement, je trouve qu'il fait une super bonne année. Il propose des très belles musiques, des sons aussi qu'il envoie. Et là, en plus, je trouve la partie que t'as mis là sur ton dernier K-chart pour Idea de Temin, c'est vraiment la partie pour moi de la chanson qui est incroyable, quoi. Et rien que pour ça, je dis, ah, mais elle mérite d'être là, quoi. Ça donne des frissons, quoi, ce passage. Mais après, sinon, non, après, on a parlé, les groupes, les artistes sur qui je voulais réagir, c'est ceux qu'on a cités, vraiment, donc j'ai pas forcément de choses à ajouter. Dernier petit point sur le K-Chart, je vais parler de chansons qui nous ont quittés et qui ne sont pas rentrées dans le classement et qui personnellement m'ont étonné. Donc je vais en citer quelques-uns. Moonbin et Senra du groupe Astro, parce que je me souviens quand cette chanson est sortie, j'ai eu plusieurs messages qui me disaient faut que tu réagisses à ça, c'est incroyable. Même Dorine, ouais, si tu nous écoutes, Dorine m'avait harcelé avec ce truc, elle m'a dit Julien, écoute ce truc, c'est trop bien. J'étais en mode ok, je vais faire la réaction et tout, et je me suis dit non mais tout le monde a l'air d'adorer, et ils ont jamais eu suffisamment de votes pour entrer dans le top 20, et je me suis dit c'est étonnant. Et j'ai ça en fait avec plusieurs groupes en fait de boys, From Miss Nine aussi avec Feel Good, qui finalement j'avais pas été hyper méga convaincu, mais j'avais quand même bien aimé. Et je me suis dit justement c'est vraiment une chanson Feel Good, donc on en a un peu besoin en ce moment, et j'ai l'impression que les gens ont pas été si attachés que ça. Et je me demande si est-ce que c'est les gens qui ont écouté la chanson et qui votent pas en se disant bon voilà j'ai pas aimé donc je vote pas pour elle, ou est-ce que c'est juste des gens qui n'ont jamais écouté la chanson parce que le groupe les intéresse pas, parce que From Miss Nine ça parle à personne, et du coup en fait elle paye le fait de pas être si connue que ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc s'il y avait plus de personnes qui écoutaient, elle serait rentrée dans le classement, quoi. J'ai écouté, j'ai voté. Voilà. Ok. Donc il y a aussi Checkmate, le groupe mixte, on m'en avait aussi beaucoup parlé et puis finalement rentre pas. Et une toute petite déception, c'est pour KNK, parce que j'avais bien aimé leur chanson, tout simplement. Je l'avais écouté, je l'avais trouvé sympa, et je me suis dit ce serait bien que ça rentre dans le classement, même. Voilà, une petite déception quand même, si j'avais bien aimé leur chanson. Moi, c'est Checkmate que j'avais vraiment beaucoup aimé, ça m'a surpris. Après, ils commencent, ils n'ont pas encore de grosse popularité, mais ouais, je me suis dit, je sais pas, le fait qu'il y ait Card comme groupe mixte avant, tu vois, je me suis dit, ça allait peut-être attirer plus de curiosité, tu vois, de la part des gens, et parce que moi quand je vois le clip, enfin les retours en général sont très positifs vers Checkmate, donc je pense que c'est plus une question de public qui est pas assez large encore pour le groupe, quoi. Dans l'idéal, j'aimerais que le classement, ce soit un classement de gens qui se passionnent vraiment pour la K-pop à 300%, qui écoutent un maximum de titres et qui font leur vote en fonction. Mais voilà, je peux pas décider de comment les gens votent, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui
viennent juste pour voilà, ils sont fans de Blackpink et hop, ils votent que pour Blackpink et ils regardent même pas s'il y a autre chose, tu vois. S'il y a autre chose qu'ils... Alors je pense qu'il y a plein de gens qui votent comme toi et moi, hein, qui s'intéressent à... Enfin, du coup, d'ailleurs, précision, moi je ne vote pas. Avant je votais quand j'avais pas encore assez de votes pour dire de rajouter voilà, des votes, mais maintenant, désormais, je ne vote plus. Mais parfois je peux donner un vote à une chanson, par exemple quand il y a des ex-aequo. Donc il y a 2 ou 3 ex-aequo, je me dis, bah tiens, selon mes goûts personnels, à qui j'aurais donné mon vote, et là du coup je donne un vote à quelqu'un, histoire que le classement soit plus fluide au niveau des votes, mais sinon je ne vote plus. Mais effectivement j'aimerais que tu vois, les gens votent plus comme toi, quoi, qui s'intéressent un peu à tout et qui font vraiment leur choix selon leur goût et pas seulement parce qu'ils veulent soutenir un groupe, quoi. Mais bon, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règle en soi, c'est juste un souhait que je dis. Passons au sujet de la semaine. Le sujet que j'ai choisi cette semaine, c'est qu'est-ce qui fait qu'un titre est de la K-pop ou non. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on en a parlé sur le Discord récemment, alors c'était pas du tout prévu, on avait prévu de parler de ça avant même que ça on en discute sur le Discord, mais ça s'est fait. Mais c'est bien, ça a permis d'un peu de prendre la température avec les gens et de pouvoir nous aussi questionner et préparer ça, quoi. Exactement. Pardon, je ne sais pas quoi dire d'autre. Bien oui, quand Lady Gaga chante avec Blackpink sur Sour Candy, est-ce que c'est toujours de la K-pop? Et puis qu'en est-il de titres japonais comme Better de Twice, K-pop ou J-pop? Par exemple, dans l'industrie du cinéma et particulièrement au Festival de Cannes, donc merci Valentin pour cette anecdote parce que je ne le savais pas, la nationalité est définie par celle du réalisateur ou réalisatrice. Donc tu avais un très bon exemple que je reprends. Il y a un réalisateur iranien, Asghar Farhadi pour le citer, avec son film Le Passé qui possède en fait une production française, un casting français donc autour de son film. Donc en théorie on pourrait dire que les gens qui l'ont fait sont français. Hein, je pense que tu si je dis des bêtises, que c'est une production française et que uniquement entre guillemets enfin pas, sans doute qu'il y a d'autres gens hein, de nationalités différentes, mais que le réalisateur lui est iranien, mais c'est un produit français quoi. Mais non, parce que à Cannes le film est présenté comme un film iranien et le réalisateur lui-même le voit comme un film iranien parce qu'il a appris à filmer, écrire, se former, il a regardé des films en Iran, etc. Donc il le considère tel quel. Et je trouve que c'était un point de vue super intéressant parce que du coup, c'est vrai que si un groupe de K-pop était créé par un anglais, avec des compositeurs anglais, etc., qu'elle chante en anglais, est-ce que ce serait toujours de la K-pop? Parce que les filles sont coréennes et que le MV ressemble à un MV de K-pop, quoi, tu vois? Je crois que c'était assez intéressant comme idée. Enfin, quel que tu prennes la discipline artistique, le foyer, tu vois, quel que soit le pays, la discipline artistique ou même les époques, t'as toujours, par rapport à la paternité d'une œuvre, l'origine d'une œuvre, c'est toujours des cas vraiment très différents, ça change un peu tout le temps. Mais c'est intéressant parce que même si c'est dans d'autres disciplines artistiques, ça permet de voir aussi que ça se ressemble. Et tu vois, je prendrais comme exemple, on va aller à la période du peintre Goya, par exemple. Tu vois, Goya, lui, il avait un atelier, il avait ses élèves, et ses élèves donc faisaient des tableaux pour lui, et aujourd'hui il y a beaucoup d'œuvres attribuées à Goya, où on a reconnu qu'en fait c'était l'œuvre de ses élèves. Mais sauf que vu que lui il était maître d'atelier, c'est lui qui transmettait son savoir, donc les élèves peignaient à la manière de Goya, ben c'était signé Goya. Donc t'as vraiment cette question de à qui ça appartient vraiment, et c'est toujours complexe en fait, il y a toujours, c'est difficile de prendre position. Et moi je pense que c'est surtout en fonction de nous, surtout pour la musique pop, comment nous on se l'approprie. Derrière, au fil de notre discussion, je pense qu'on arrivera à donner plusieurs exemples et on verra à quel point c'est complexe, pas compliqué, mais complexe de dire ça, parce que c'est du cas par cas de toute façon. Pour moi c'est du cas par cas. On a perdu environ 90% de nos auditeurs sur ce truc trop compliqué. Si vous êtes encore là, bah dites-le nous. Moi, je m'intéresse assez en fait aux compositeurs, même aux paroliers derrière nos chansons de K-pop. Et je ne sais pas si vous le saviez ou non, mais il y a énormément de chansons de K-pop qui n'ont rien de coréen. Il y a des productions qui sont entièrement étrangères et qui n'ont rien de coréenne. Donc je vais vous donner certains exemples. Donc vous le savez, j'adore Luna, il fallait bien que je les case encore une fois.
L'une de mes chansons préférées, c'est Eclipse. Et pourtant, Eclipse n'a rien d'un tube coréen. La chanson est composée et arrangée par Daniel Obi Klein, qui est danois, et Charlie Taft, une anglaise. Donc en gros, si ça avait été chanté en anglais par une anglaise, bah il y avait rien qui le sépare d'un titre US de K-pop, tu vois, genre c'est vraiment voilà. Est-ce que c'est de la pop normale chantée en coréen, donc la pop US, ou le fait que ce soit fait en Corée par une idol coréenne, ça suffit à dire que c'est de la K-pop par exemple? Ou est-ce que la K-pop justement, c'est de la K-pop à partir du moment où on dit que c'est le savoir-faire coréen, donc même dans comment est réalisé le titre. Par exemple, le duo Black Eyed Pilseung, que tu dois connaître sans doute, qui parfois crée à 100% des titres coréens, et donc là on peut dire que c'est le savoir-faire coréen d'un duo coréen qui crée de la K-pop. Bon, autre chanson que j'adore d'un groupe que tu aimes beaucoup, et on en a déjà parlé dans cette émission, Red Velvet et son Ice Cream Cake, la meilleure du groupe bien évidemment, est composée et arrangée par Hayley Etken, une Australienne, et Johan Gustafsson, un Suédois. Est-ce que c'est toujours de la K-pop ou pas? Et j'ai un dernier exemple avec un cas plus complexe, parce qu'on aime bien ça ici, se prendre la tête. Celui de BTS avec son Boy With Love. Alors accrochez-vous, hein. 3 membres y sont crédités, alors je les cite pas parce que vous allez comprendre pourquoi, ainsi que Banshee Hyuk, le fondateur de Big Hit, mais aussi P-Dog, un arrangeur assez connu coréen, et puis on y voit aussi LC qui est en featuring sur le titre et qui a aussi participé à la composition de Boy With Love, qui est donc américaine, mais elle n'est pas seule car d'autres compatriotes à elle, donc américaines, sont aussi sur le titre, Emily Weisband et Melanie Fontana, et pour terminer, parce que oui, c'est pas fini, Michael Schulz ou Mitchell Schulz, un Allemand. Donc qu'est-ce que c'est? Une prod internationale, coréenne parce que la majorité des gens dessus sont coréens, mais à qui est cet enfant? C'est pas justement toute cette réalité, le fait que ça vienne partout, qui fait que c'est ça la K-pop. Donc bien sûr, pour terminer avec BTS, sans parler des gens qui pensent que le groupe BTS n'est plus associé à la K-pop, ou ce n'est plus de la K-pop, ou ça n'a jamais été de la K-pop. Réponse claire, c'est de la K-pop. Hein. Déjà, il n'y a pas à débattre. Tous les codes y sont, selon moi, mais ça, on peut peut-être en parler. Valentin, qu'est-ce que tu penses déjà de tout ça, de ce petit préambule en quelque sorte? Bah déjà, comme je disais, ça dépend vraiment comment tu vois on le perçoit, et c'est vrai que on pourrait regarder d'un point de vue, je vais dire, juridique ou légal par rapport à qui ça appartient. Le problème, c'est que le circuit musical de la K-pop est tellement fermé qu'on sait pas. On peut interpréter en fonction de comment ça se passe, tu vois, en France, en Occident et tout, mais on sait pas tout comment ça se passe. Mais d'un côté, après, t'as toujours quand même le principe des droits d'auteur qui sont là. Donc quand t'as des compositeurs suédois, tu vois, ou danois qui vont composer, faire une chanson et la vendre entre guillemets à une agence, ben derrière l'agence possède le titre, ça leur appartient, mais bien sûr il y a une clause derrière qui fait que ils acceptent le titre tel quel, donc ils peuvent pas le modifier derrière, donc il y a cette notion de droit d'auteur. Et quand même l'agence après qui va produire, du coup intégrer ce son à un album qui lui sera une production coréenne. Et tu vois, je vais prendre l'exemple de Blackpink, de l'album de Blackpink, qui est la Ice Cream, tu vois, par exemple, où tu as beaucoup de paroliers américaines, à la composition aussi. Bon, tu as Teddy quand même qui est en producteur principal. Donc tu pourrais te dire, ah ben c'est une production à la fois, enfin pour moi, hein, c'est aussi moi ce que j'en pense, c'est à la fois une production coréenne, mais aussi une production américaine. Donc pour ce titre-là, c'est pour ça tout à l'heure je parlais vraiment de cas par cas, mais intégré à un album qui lui par contre est une production coréenne. Donc c'est vrai que ce serait un travail hyper fastidieux de savoir en gros attribuer la paternité à chacune des chansons, quoi. T'en as pour 15 ans, quoi. Et puis en plus avec tout ce qui sort, c'est un truc interminable. Et honnêtement, flemme de le faire, le travail. Mais c'est justement, c'est ça la particularité pour moi aussi de la K-pop. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, je le vois plus comme le fait que la production soit principalement en Corée du Sud pour une industrie musicale coréenne en priorité, un public coréen. Donc ça, au pire, on en parlera après, de la cible et tout. Mais qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est K-pop je sais pas, BTS, Dynamite, oui, c'est tout en anglais. Il y a plein de gens qui disent, ouais, mais c'est pas de la K-pop parce qu'ils chantent en anglais, ils chantent pas en coréen. Mais, je sais pas, on peut prendre l'exemple de Cats on Trees, qui est un groupe français qui chante tout le temps en anglais, mais ils sont considérés comme des artistes français.
Et tu peux même avoir, je sais pas, Nicki Minaj, un jour, elle se fait un kiff, elle se dit, tiens, ben, je vais faire une chanson aux États-Unis, elle produit dans son agence, dans son label et tout, mais je vais me faire un kiff, je vais chanter en coréen. Ça sera de la pop US, quoi. Elle chante en coréen, mais ça veut pas dire que parce que tu chantes en coréen, c'est de la K-pop. Pour Sour Candy, pour moi, tu vois, c'est pas de la K-pop, parce que c'est produit par Lady Gaga, Blackpink sont interprètes, et déjà dans le sens où c'est pas parce que t'as un artiste qui va avoir un featuring avec une idol de K-pop que c'est forcément de la K-pop. Et moi c'est ce que je vois avec Sour Candy, parce que c'est Blackpink, donc du coup c'est de la K-pop. Mais ce qu'il faut aussi penser derrière, c'est que toute l'équipe qui ont écrit, qui ont composé, qui sont américains, faut aussi penser à eux. Ils sont peut-être fiers quand même de se dire waouh, nous en tant qu'artistes américains, on a réussi à toucher un public qui s'intéresse à la musique coréenne. Et ça nous ferait peut-être un peu chier et tout quand même les gens pensent que c'est coréen quoi. Non, c'est pas coréen, c'est américain quoi. Donc faut penser à ça aussi. Mais c'est vrai que quand on écoute la musique, c'est pas la première chose à laquelle on va penser. Donc c'est pour ça que pour moi, Sour Candy, ça n'est pas de la K-pop. Mais vu que ça y ressemble dans le style, dans la structure et tout, une personne me dirait ouais mais moi je dis que c'est de la K-pop, je dirais ben ouais si tu veux le dire que c'est de la K-pop, je te dirais pas non. Pour moi, c'en est pas. Pour toi, c'en est. Mais je comprendrais que toi, tu dises que c'est de la K-pop. Ce n'est pas de la K-pop. On est d'accord. Effectivement, pour moi, Sour Candy, c'est pas de la K-pop. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mon début de réponse, c'est que je pense qu'il y a la langue et la nationalité des interprètes jouent en jeu. Donc, maintenant, une fois qu'il y a la nationalité qui est différente ou la langue qui est différente, voilà, Star de Luna, c'est une chanson en anglais, même si c'est la version anglaise d'un titre coréen, mais ça reste que la chanson est en anglais, ça reste de la K-pop. Ça va être un peu une réponse un peu bizarre, pas très précise, mais il y a aussi l'intention qui est derrière et le feeling. Et le feeling, le truc, c'est que c'est un peu propre à chacun, quoi. Et pour moi, le feeling que j'ai en écoutant Sour Candy, j'ai plus l'impression que ça m'embarque d'un côté pop US plutôt que K-pop. Mais ça, c'est mon feeling et mon ressenti. Et j'ai l'impression que l'intention derrière n'est pas de vendre la chanson comme un titre de K-pop avec une chorégraphie, une promotion sur les émissions de télé, avec un MV. Bon, je pense qu'il n'a pas dû être tourné pour des raisons évidentes, mais si tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi tout un truc derrière pour moi qui fait qu'un titre est de la K-pop. On ne peut pas uniquement se résumer qu'à la chanson. Je pense qu'il y a aussi... Pourquoi on fait ça? Par exemple, le morceau Star de Luna, pour revenir à ça, c'est plus pour les fans internationaux de Luna, mais parce qu'ils écoutent de la K-pop. Donc ça reste un titre de K-pop chanté en anglais, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc il y a toute une attention. Et c'est là où peut-être qu'on va être différent sur ce sujet-là et que j'avais envie de t'en parler, c'est Better du groupe Twice, qui est sorti. Pour rappel, c'est un titre japonais du groupe Twice, qui est chanté en japonais. Et je me suis renseigné, bien sûr, sur qui avait composé Better, et bien sûr piège, c'est une production coréano-japonaise parce qu'elles sont deux dessus, Unsol, une artiste coréenne, et Lauren Kaori. Alors je sais que Lauren ça fait pas très japonais, mais manifestement cette personne est japonaise. Donc Better, J-pop ou K-pop? Alors, je suis prêt. Donc pour moi, Twice, c'est de la J-pop. Après, bon, si on me dit que c'est de la K-pop, je comprendrai, mais du coup, pour moi, Twice, c'est de la J-pop. Et je vais expliquer pourquoi d'abord avec une analyse un peu plus globale, avant de vraiment me diriger vers la chanson. Ça vise un public vraiment cible, et on le voit notamment dans la démarche, la stratégie marketing de JYP. C'est vraiment fait pour toucher un public japonais. Donc le fait déjà que ça chante en japonais, mais aussi le fandom par exemple, t'as vraiment un fandom japonais, t'as le fandom de Twice en Corée du Sud, mais aussi le fandom japonais, et le fandom japonais tu peux y accéder si tu vis au Japon, enfin en fonction de ce que tu peux retrouver derrière comme cadeau on va dire. Il y a aussi le prix, il y a une différence de prix entre un CD que tu payes de K-pop et de J-pop, mais il y a aussi là où c'est diffusé. I Can't Stop Me, c'est diffusé sur la chaîne YouTube de JYP. Tu peux avoir la version chorégraphiée sur la chaîne YouTube de Twice, mais Better, c'est diffusé sur Twice Japon. Donc il y a vraiment une volonté de se diriger vers le Japon. Alors, oui, il faut prendre en compte que JYP, il a plusieurs satellites, que ce soit au Japon, en Chine, tout ça. Le siège social, il est en Corée. Twice, c'est un groupe de K-pop. Moi, je pense qu'il faut plus le voir dans cette manière-là, à qui il s'adresse en priorité.
Et aussi le fait que derrière, ça chante en japonais. Alors écoute, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis dans le sens où ce sont des faits quoi. Effectivement, c'est un titre pour le marché japonais, pour des japonais, pas spécialement accessible aux coréens. Enfin, tout est pour le Japon avec sans doute une composition qui a été faite pour plaire à un public japonais parce qu'il y a ça aussi, parce qu'on n'écoute pas tous la même chose de la même façon. Mais je pense que c'est de la K-pop. Pourquoi ? Parce que on en reparle du feeling, de l'intention derrière. Pour moi, je trouve que la chanson, elle fait plus K-pop que J-pop. Et là, tu vois, c'est plus du feeling, quoi. Quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre un titre de K-pop, tu vois. Je me dis que ça aurait pu sortir en Corée. Il y a beaucoup de codes de la K-pop, en fait, qui se retrouvent dans Better. Il y a voilà, c'est vrai que c'est pas un super bon argument, parce qu'en fait, mon argument, c'est plus du... en gros, je dis que c'est de la K-pop, donc c'est de la K-pop. C'est vrai que ça ressemble vachement à ça, mais c'est sincèrement ce que je pense, c'est que j'ai un feeling par rapport à ça, qui me dit que ce titre est plus K-pop que J-pop. Je donne un autre exemple, le groupe IZ*ONE, avec la chanson Suki to Iwasetai, qui est donc un de leurs singles japonais. Quand tu l'écoutes, ça sent le Japon, tu vois. Dans la manière dont la chanson est composée, même dans le MV, où elles sont en train de faire une choré, un peu comme un groupe AKB48, où tu sais, elles restent sur place, et elles font de la choré sur place, alors que en K-pop, t'as vraiment des formations, etc. Tu vois, même dans le délire de ce qui est proposé, pour moi, c'est de la J-pop. Donc, c'est pour ça que pour moi, Better se rapproche plus de ce qui peut se faire en Corée que ce qui se fait au Japon. Mais quelque chose qui d'ailleurs rejoint aussi ce que tu dis, c'est que on peut aussi avoir des chansons multigenres. Que d'abord, Better, c'est un titre pop, qu'ensuite, c'est en sous-genre, c'est de la J-pop et de la K-pop. Tu vois. Et je pense qu'on a ça pour tout, quoi. Quand je vois que BTS sur Boy With Love, il y a un gratin un peu international derrière la chanson, pour moi, c'est pas uniquement de la K-pop, tu vois, c'est aussi multigenre. Et en fait, des chansons multigenres, on en a partout, tout le temps, quoi. Et on en a même des sous-genres, quoi. Quand Eve, de Luna, bien sûr, avait sorti le titre New, bien sûr, c'est de la K-pop, mais l'agence avait décrit la chanson comme de la pop soultronica, donc entre de la soul et de l'électro, quoi, de l'électronique. Donc du coup, c'est un sous-genre, tu vois, déjà c'est de la pop, puis c'est de la K-pop, et puis c'est du soultronica, enfin tu vois ce que je veux dire ? Je pense que les chansons peuvent très bien être multigenres, et du coup, à partir de ce moment-là, si ça nous plaît de dire qu'un titre est de la K-pop comme Sour Candy, on peut dire que Sour Candy c'est de la K-pop et de la pop US. Moi aussi, je suis d'accord par rapport au fait, tu vois, que ça sonne vraiment K-pop. Mais moi, c'est vrai que j'y vois vachement, je suis très attaché à cette vision stratégie commerciale, tu vois, de JYP. Parce que moi, j'ai la sensation aujourd'hui, j'ai l'impression que JYP cherche à dominer le marché de la J-pop. Et que ce soit en produisant quasiment tous ces groupes du coup au Japon. Donc tu vois, on a Stray Kids qui fait du japonais, on a Twice qui fait du japonais, on a Nidzi You maintenant, son groupe japonais, qui dit que dans bientôt là, quelques mois, Itzy va pas faire non plus du japonais. Pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, je trouve que la J-pop c'est pas un marché qui explose autant que la K-pop. Au niveau artiste, il n'y a pas énormément d'artistes reconnus. Même je trouve, parce que je vais quand même fouiller de la chanson, je fouille pas que de la K-pop, et au niveau de la musique coréenne indé, je vais aussi voir en musique japonaise, et franchement je trouve que l'industrie musicale indépendante japonaise est bien plus développée que la J-pop. Et puis aussi il y a un traitement aussi des idoles qui est complètement différent au Japon, et donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté là vraiment de conquérir le marché de la J-pop de la part de JYP? Et du coup, Twice Japan, ça fait partie de ces pions qu'il est en train de placer. Donc, j'interprète ça comme de la J-pop. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens, en fait, on n'est pas des gamins, quoi. Tu vois, on n'est pas dans un cas où, t'as tort et j'ai raison, tu vois. Non, je vois ton point de vue, et pour moi, c'est autant de la K-pop que de la J-pop, tu vois. Par contre, peut-être une chose que les gens ne savent pas, et c'est une petite anecdote annexe, c'est que si on prend les ventes uniquement du pays, donc Corée du Sud, Japon, c'est hyper intéressant de faire de la musique au Japon, parce qu'ils font presque le double en recettes en faisant un titre au Japon. Je sais pas si les gens savaient ça, mais les Japonais sont sont gros consommateurs de musique. Il y a plus de gens au Japon qu'en Corée. Enfin, pour eux, la J-pop, tu vois, c'est un truc énorme, alors que étonnamment, la K-pop, c'est pas non plus... Voilà, c'est super important en Corée du Sud, mais pas autant que peut l'être la J-pop pour les Japonais. Je vais donner des exemples très simples, mais un album coréen va se vendre à 100 exemplaires. Tu sais qu'au Japon, tu peux faire x10, quoi.
Donc on a l'impression que, tu sais que la J-pop, voilà, c'est un peu de côté, que la K-pop c'est vraiment hyper important, etc. Ce qui est le cas d'un point de vue global. C'est plus reconnu et je pense que ça vend plus aujourd'hui. Mais quand les artistes font des titres au Japon, enfin, généralement ils font plus de ventes que les albums coréen, quoi. Quelle que soit la qualité d'ailleurs de celui-ci. Parce que après, ouais, mais même, c'est vrai que je vais pas préciser, mais comme moi je parlais du coup, voilà, de la popularité du coup, la J-pop, c'est d'un point de vue international, du coup, enfin, la musique qui sort du pays, quoi. C'est pas à l'intérieur même, c'est vraiment comment, si la musique sort du pays. Donc c'est pour ça, ouais, qu'il y a cette stratégie-là, de JYP, moi, que j'imaginais. Ah, mais JYP a raison de faire ça. Ils vont se faire plus d'argent en sortant 2 singles de ITZY en japonais qu'en sortant un album avec 1 milliard de promotions en Corée. On dirait pas, hein, mais tu te fais plus d'argent au Japon que juste en Corée. Bon, bref. Dernier petit point, donc KDA. Pour plein de gens, je sais que c'est de la K-pop. Pas mal de gens soutiennent G-Idol. C'est un groupe, j'ai l'impression, qui est très soutenu quand même. Les gens se sont vraiment attachés aux filles. Et donc, dans le dernier KDA, on a encore des membres de G-Idol, mais on a aussi des membres de Twice. Et est-ce que c'est de la K-pop ou pas? Parce que sur le titre, elles sont pas seules. Il y a aussi des artistes non coréens, non japonais. Les chansons sont en anglais, il y a des paroles en coréen. Et là, j'en reviens à ce que je disais de l'intention de base, c'est que pour moi, KDA, c'est pas vendu pour être de la K-pop. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas sur une espèce d'album avec des photocards, des goodies, etc. Ils font ça pour un jeu vidéo qui, en plus de ça, n'a rien d'asiatique en quelque sorte. On est d'accord que c'est un projet musical super intéressant à ce niveau-là, tu vois. Mais il faut pas oublier qu'ils font pas ça pour l'amour de la musique à la base. Ils font ça pour mettre en avant, pour étendre leur univers, parce qu'on l'a vu avec Disney qui a fait un univers étendu. On le sait que maintenant, avoir des théories, créer des univers étendus, c'est super important et ça fait vendre. Et donc, KDA, c'est un univers étendu de League of Legends, le jeu. Et donc pour moi, il n'y a rien de K-pop, quoi. On va pas faire de la promotion, on va pas faire danser les membres parce qu'elles sont virtuelles, etc. Et c'est juste 3 phrases de K-pop dans pour moi, une production qui est plus américaine qu'autre chose. Pour moi, KDA se rapproche plus d'un Sour Candy, malgré le fait que le visuel, lui, est plus dans le style animé, on va dire, manga, ou en tout cas plus une patte asiatique, quoi. Donc je pense que ça doit un peu, entre guillemets, parce que ça influence pas mal les gens sur ce qu'ils pensent être, tu vois. Genre ils se disent, ah bah oui, vu que ça fait un peu asiate, etc. Du coup c'est forcément plutôt K-pop. Après bien sûr c'est mon avis perso, et on a vu sur le Discord que pas mal de gens pensaient que c'était de la K-pop. Après d'un point de vue, comme je le disais, multigenre, pour moi c'est aussi de la K-pop. Si on considère voilà, qu'une chanson peut être multigenre. Mais si là tu devais me dire c'est de la K-pop ou non, je te dirais plutôt non, c'est pas de la K-pop, parce que l'intention, le truc, il est pas dans le délire de ce qu'est la K-pop, quoi. Mais je pense que tu as des choses à dire dessus. Mais tu vois, KDA, pour moi, c'est pas de la K-pop. Justement, pour tout le raisonnement que tu as fait et tout, c'est les raisons pour moi que je considère pas ça comme de la K-pop. Mais je ne suis pas très honnête en disant ça. 2 raisons. La première, mon petit frère, tu vois, joue beaucoup à League of Legends. Tu vois, bon, il savait que j'écoutais de la K-pop et tout ça. Et un peu pour l'appâter, tu vois, vers la K-pop, j'ai mis mon petit hameçon au bout de la ligne, j'ai jeté ma ligne pour lui dire « Hey, tu connais Popstar de KDA ?» Bah ouais, je joue à League of Legends, je connais. « Hey, tu sais que c'est de la K-pop ?» Voilà, tu vois, j'ai un peu triché. Bah, tu l'as vendu comme ça. Voilà, je l'ai vendu comme ça. Mais du coup, il s'est mis à écouter de la K-pop et du coup, voilà, il commence à bien aimer. Hein. Everglow, Ladida, il adore et tout. Bon, mais tu vois, c'est vrai que j'avais utilisé un peu de cette stratégie-là. C'était pas honnête, on va dire. Mais autre chose, c'est que, tu vois, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand je regarde, tu sais, moi j'ai plusieurs playlists sur Spotify où je fais du K-pop, J-pop et tout. Et j'ai mis KDA dedans. Et si je l'ai mise, c'est pas parce que je me dis, ouais... si je suis partagé et tout, non, c'est parce que c'est vrai qu'en général, moi j'aime bien recenser toutes les chansons qui vont où ça chante en japonais ou en coréen. Tu vois, j'ai même dedans, des fois j'ai des DJ techno japonais ou coréens qui sont dans ces playlists là. C'est juste j'essaie de recenser soit les artistes coréens, K-pop, J-pop et tout, soit où ça chante, tu vois, dans cette langue là. Donc tu peux même avoir, je sais pas, une artiste française qui chante toute sa chanson en japonais, je vais le mettre dedans. Mais c'est vrai que derrière, quand il y a le l'EP là de KDA qui est sorti, sur ma playlist K-pop, J-pop, tu as les chansons avec Soyeon et Miyeon, les chansons avec Twice,
Mais les autres chansons, il n'y a pas d'artistes asiatiques, je les ai pas mises. Tu vois, j'ai fait une ségrégation, on va dire. Mais tu pourrais me dire, mais autant toutes les mettre et tout, mais non, je les ai pas mises. Donc tu vois, mais je sais pas. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Le feeling, c'est le feeling quoi. C'est le feeling comme tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est compliqué de dire. Donc du coup, mort, ce serait. Ben mort, du coup, je le mets. Ce serait de la K-pop et le truc à côté qui est un peu dans le même délire, ce serait pas de la K-pop. Mais du coup, ouais. Et pourtant, c'est un peu le même truc qui est derrière. C'est la même team qui est derrière. C'est juste les gens qui chantent qui sont différents. Ouais. Après, je suis peut-être fou, hein. Tu sais, j'ai peut-être plusieurs personnalités. Mais c'est vrai que c'était un peu. Enfin, on en parle parce que c'est une chanson qu'on me demande de rentrer dans le K-chart. Et c'est vrai qu'à la base, le K-chart, c'est censé être représentatif de la musique coréenne, japonaise, chinoise, voire même, je sais pas, thaïlandaise, vietnamienne, en tout cas asiatique. C'est ce vers quoi j'aimerais que le K-chart ressemble. Et du coup, c'est vrai qu'il faut à un moment donné quand même tracer une ligne et dire ah mais est-ce que c'est de la K-pop ou pas, et le problème c'est que si j'accepte Kid A est mort, bah, ça veut dire que je suis obligé d'accepter des titres aussi comme Sour Candy parce qu'il y a des gens qui chantent dessus qui est Blackpink et en plus il y a du coréen, tu vois, alors que nous deux on se l'est dit là, on s'est dit bah non c'est pas de la K-pop quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, tu vois, faut vraiment tracer une ligne et se dire voilà qu'est-ce qu'il est pas et s'en tenir quoi. Mais d'autant que pour KDA, tu vois, c'est des personnages comme on a dit la dernière fois, c'est des personnages fictifs et n'importe qui peut prendre leur place en fait. Donc tu vois, t'as Soyeon et Million là, puis après ça change, puis Céline Dion aussi, elle pourrait prendre leur place, tu vois, et même si on se fie juste aux artistes, non, c'est pas assez solide comme base si on se fie juste aux artistes. Mais d'ailleurs, il y a un autre cas que j'aurais voulu citer. Le cas de Catchy. Du coup, justement, Catchy, donc bon, on sait que ça a fait gros bruit quand elles sont sorties, parce que c'est un groupe donc anglais, donc avec Catchy. Donc il y en a, je me rappelle plus trop les origines. Je sais qu'il y en a une qui est d'origine coréenne ou qui est coréenne. Il y en a une autre qui est anglaise, une autre qui est espagnole, et une autre qui est de Philippines, je crois. Je sais plus, peut-être je me trompe. Mais forcément, ça vient d'Angleterre, c'est produit en Angleterre. Et c'est des filles qui sont passionnées de K-pop. Et bien sûr, ça a fait un gros tollé parce que du coup, le groupe, s'est vendu en tant que premier groupe de K-pop britannique ou européen. En tout cas, c'est écrit sur le site de Catchy, sur le site du label de l'agence. Donc moi, ça m'étonne pas que les gens aient pété un câble. Bon, par contre, ça me saoule qu'ils s'en soient pris aux filles. Mais ça m'étonne pas que les gens s'est dit, mais pour qui vous prenez quoi? Pourquoi vous estampillez K-pop alors que non, enfin clairement c'est pas de la K-pop. Au pire, c'est inspiré de la K-pop parce qu'on y retrouve les codes visuels, on y retrouve la structure musicale. Bon, si on peut dire que c'est parce que c'est un peu chanté en coréen par moment, mais après derrière c'est une production anglaise, ça a été fait en Angleterre avec des artistes anglais, et très clairement, moi je pense que surtout les tout débuts, ça a été fait par des gens qui n'en avaient à moitié rien à foutre, qui savaient pas du tout ce que c'était la K-pop, ils se sont dit tiens la K-pop ça vend, vas-y on va produire ce truc là, donc le fait que ça soit pas professionnel, le clip, je pense que c'est une équipe qui a pas bossé le truc, mais derrière, donc oui ça sonne K-pop, mais pour moi ce n'en est pas, parce que là c'est la question de la production. Et surtout, je pense pas que le but de l'agence c'était de rivaliser avec Big Hit, YG, tout ça. C'était juste pour toucher, pour faire plaisir un peu. C'est du fan service pour moi. Je dis pas que Catchy c'est pas honnête ce qu'elles font. Je pense que les filles elles ont vraiment envie de se donner, ça leur plaît de ouf et moi je les encourage à continuer. Mais je pense que l'agence a flairé le côté fan service. C'est dire tiens on va donner ça au public européen quoi. Donc voilà, pour moi, c'est pas de la K-pop. Je te rejoins, enfin en tout cas, je suis avec toi sur ton raisonnement là-dessus, quoi. Je suis assez d'accord. Bon, pour faire une petite conclusion, on peut dire que on est plus ou moins en accord sur ce qu'on pense être de la K-pop ou non. Bien sûr, on donne pas vraiment de vrais... voilà, de bullet point en mode, voilà, la K-pop c'est ça, parce que je pense que ça sert à rien de faire ça. Je pense que le mieux c'est quand même de laisser l'interprétation à tout le monde. Globalement je pense qu'on sera tous d'accord, toutes les personnes qui écoutent, sur ce qui est de la K-pop ou non, hein, bien sûr. Girl Generation c'est de la K-pop, Little Mix c'est de la pop anglaise, c'est pas de la K-pop, donc on est d'accord sur des points assez évidents comme ça. Je pense qu'après ça reste, je vais pas dire au goût de la personne, mais à son interprétation personnelle, le feeling encore une fois qu'elle ressent, et en tout cas pour moi un point qui s'ajoute, tu sais, c'est ce que je disais, c'est l'intention derrière le projet. Voilà, est-ce que c'est de la K-pop ou non? C'est vraiment avec tout ce cheminement là, tu vois, que j'en conclus que pour moi la K-pop c'est de manière formelle une industrie,
De manière informelle, c'est un concept, et on le voit avec la façon dont le public se l'approprie de diverses façons, et artistiquement, c'est une multitude de genres musicaux. Et tout cela additionné, ça nous fait nous rendre compte que la K-pop, c'est avant tout hybride, et donc mainstream, car elle vit des flux, et donc comme les flux, la K-pop, c'est un ensemble d'éléments qui évoluent dans un sens commun. Waouh. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de la K-pop, qu'est-ce qui n'est pas de la K-pop pour vous, et autre question, est-ce que vous saviez que certaines chansons de K-pop que peut-être vous adorez ne sont pas du tout créées, façonnées en Corée, mais elles sont juste interprétées par vos idoles préférées. Donc ça, je sais pas si plein de gens le savent ou pas. Au début, quand j'ai découvert la K-pop, moi je pensais qu'ils produisaient en fait la majorité de leurs trucs chez eux, et puis j'étais étonné qu'en fait ils font un peu comme tout le monde, comme les Rihanna, comme les Katy Perry, etc. Ils font des writing camps, ou ils vont commander chez les faiseurs de pop, surtout en Scandinavie. Ils écrivaient juste des paroles en coréen, et puis c'était bon, ça faisait un tube de K-pop. Donc je sais pas si vous le saviez, donc dites-le nous. En tout cas moi ça m'intéresse, Valentin aussi je suppose. Oui, ça m'intéresse. Passons au top 5. Yes. Alors c'est parti pour le top 5. Donc comme je l'avais dit en début d'émission la dernière fois, on a parlé de Twice, un groupe que tu aimes beaucoup. Oui. À mon tour cette fois-ci de parler de Luna, bien évidemment, qui d'autre. On ajoute un petit twist, pas de chanson mais uniquement des MV sans le son. Donc nos top 5 des clips de Luna. Donc en passant par la 5e position, je t'en prie. Ah bah non, j'ai commencé la dernière fois, je te laisse commencer. Bon, alors j'ai aussi des mentions honorables. Ouais, moi aussi j'ai mis des mentions honorables. c'est horrible. Non mais je sais que c'est mon groupe préféré, donc on a l'impression que je suis pas objectif, ce qui est vrai d'ailleurs, je suis pas objectif. Mais j'ai legit, je pense qu'elles ont des super clips quoi. Vraiment, bon bref. Mais c'est une raison pour laquelle je les stan en fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé à les stanner parce qu'elles avaient des super bons MV. Donc quand j'étais encore objectif, tu vois. Donc je suis plus. En 5e position, je mets Girlfront parce que ça met en place, je pense que c'est un des premiers clips qui met vraiment en place le Lunaverse. Donc il y avait bien sûr d'autres clips avant, mais celui-là on sent qu'il y a beaucoup de références à d'autres membres, on sent qu'il y a un truc qui se met, etc. Le MV est superbement tourné, je trouve, avec des travelling, je pense que c'est des zooms digitaux, que tu sais mieux que moi, mais il y a des espèces voilà, il se passe quelque chose dans le MV. Donc les couleurs, les tenues, pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs clips de Luna. Tu vois, c'est tout un truc imbriqué comme ça qui se met en route avec Girlfriend que je trouve hyper passionnant. Ma 5e position, c'est Egoist de Olivia He. Oui. J'arrive pas à le prononcer à chaque fois. Comment tu le prononces? Olivia He, ouais, c'est un He, mais avec le H anglais quoi. Ouais, ouais, aspiré. Donc du coup c'est Egoist. Bon, moi ça sera vraiment pour des raisons purement artistiques, plastiques et tout, qui fait que je vais juger. Moi j'aime beaucoup ce clip, notamment pour cette confrontation entre couleur chaude, couleur froide que tu vois avec ce gros bâtiment industriel abandonné qui est dans des troncs très bleutés. Puis aussi t'as des séquences, du coup c'est les séquences où il y a Jinsoul, je crois, qui chante, qui sont avec des néons bleus. Et, ouais, c'est Jinsoul. Voilà, et Olivia, elle, du coup, c'est avec du rouge, donc t'as cette opposition rouge-bleu. T'as même à un moment donné une courte séquence où t'as les deux tons qui se mélangent. Elle marche dans une sorte de parking, enfin non, ça doit être toujours dans ce bâtiment. Tu vois, c'est cadré sur le plafond avec les néons, et t'as vraiment le bleu et le rouge qui se mélangent. Donc peut-être la rencontre entre les deux personnages. Mais surtout, voilà, toutes ces lignes aussi, j'aime beaucoup les lignes. Quand ils composent une image, t'as beaucoup de lignes qui rendent l'espace hyper oppressant. Mais c'est très géométrique, et voilà, j'aime beaucoup ce clip. Je le mets en 5e position. Oui, et il y a juste sur Egoist, il y a un rose dedans. Enfin, une couleur rose un peu chaude comme ça. Je trouve cette couleur est incroyable. Vraiment, ça m'omnubile. Cette couleur m'omnubile littéralement. Cette couleur m'omnubile, je la trouve incroyable. Bref. En 4e position, je mets Hi Hi, donc le premier vrai single, si on compte pas vraiment favorite. Parce que ça fait une espèce de petit récapitulatif du Lunaverse. Je trouve que c'est très beau. Il y a des choses qui se passe vraiment dans le clip. C'est un peu pour les mêmes raisons que Girlfriend, c'est tourné en extérieur, et je trouve que ça met bien en marche le Lunaverse, parce qu'on voit en plus leur position dans l'histoire, et c'est fait de manière assez subtile, tu vois. C'est pas genre hey, regarde, moi je suis je sais pas, celle qui tue les autres par exemple, j'ai un couteau et je tue tout le monde, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment, tout est fait de manière assez subtile, et ça donne aussi quelques petites bribes d'idées. Yojin qui est perdu dans la forêt, on la retrouve avec Hassel
dans un champ, Olivia qui est perdue, et puis on la retrouve face aux membres de Odd Eye Circle qui sont censés justement trouver les membres, donc qui la retrouvent. Et je te jure, la première fois que je l'ai vue sauter de cette espèce de plongeoir là, je sais pas ce qui s'est passé, littéralement j'ai eu mon ventre s'est soulevé quoi. Je me suis dit elle va s'écraser, vraiment, alors que bon, c'est un club de K-pop, allô. Mais voilà, incroyable. Donc moi, ma numéro 4, c'est Vivid de Ijin. Tout simplement parce que j'aime bien l'histoire, ça raconte vraiment une petite histoire, c'est assez mignon, enfin dans l'imagerie, parce que derrière c'est quand même pas très cool ce qui lui arrive dans l'histoire, mais le fait voilà de prendre un tableau, une toile et de balancer des couleurs vives, en fait il y a tout qui est expliqué vraiment à travers l'image. Et j'aime bien d'avoir justement ces plusieurs pièces qui sont aussi comme plusieurs tableaux en fait, où tu as différentes dominantes de couleurs. Je trouve que visuellement ça en jette, je trouve ça hyper intéressant. Et puis je sais par rapport le fait que ça soit quelque chose autour de la couleur vive, bah c'est très lié aussi au courant artistique du fauvisme, et tu retrouves un peu ça même dans l'idée de la conception du clip, et même à la fin t'as un plan c'est de la peinture fauve quoi. Il y a un plan là, carrément, avec la pièce là, ça baffe de ouf. Comme mais du coup voilà, c'est surtout pour ces couleurs. Et puis je sais pas, il y a quelle séquence au niveau des couleurs et de la composition, ça m'a un peu fait penser à Dum Dum de Red Velvet. Voilà, ma 4e position. En 3e position, New de Yves. Incroyable histoire qui est expliquée de manière super subtile, qui fait avancer le Lunaverse. Des thèmes qui sont beaucoup plus forts, je trouve, à partir de la dernière subunit de Luna, avec des thèmes plus importants et plus qui ont plus de poids. Et je trouve que le MV de Yves, c'est le tournant un peu aussi au niveau des solos, avec 4 derniers solos qui sont ultra référencés. C'est-à-dire que tu peux faire pause sur quasiment chaque scène, parce que ça fait des références à des choses, à des peintures, à des références bibliques, enfin à plein de trucs, et c'est incroyable de me dire que les mecs se sont cassés la tête pour ça. Et Yves du coup Yves New, plutôt, la chanson de Yves, vraiment incroyable de références, de beauté quoi, les scènes, et en plus elle s'est caillée de ouf pour le tourner là, il faisait -20 et la pauvre elle en pouvait plus, voilà. On a vraiment pas les mêmes goûts. Je trouve bien, mais c'est vrai que moi c'est plus les clips, tu vois, enfin je trouve qu'il est très dansant, enfin les clips, mais ça met plus en avant la chorégraphie. Enfin je te dis ça, mais je crois qu'en fait j'en ai un dans le top où il y a la chorégraphie qui est plus mise en avant. Bref. Mais c'est bien d'avoir justement encore 2 top 5 complètement différents. Comme ça les gens vont regarder 10 chansons à la fin. Ma 3e position, c'est Heart Attack de Chuu. Moi, c'est surtout depuis que tu m'en as parlé, tu m'as raconté un peu l'histoire de tout ce clip, ça m'a beaucoup plus intéressé, j'ai regardé d'un autre œil, et je l'ai trouvé hyper intéressant. Plutôt drôle, assez burlesque dans ces situations, sa mise en scène et tout, avec ce personnage qui en cherche un autre, donc avec cette ambiguïté derrière, cette quête d'amour. Tous ces petits codes à l'intérieur, tous les petits indices qui sont dissimulés à droite à gauche, mais aussi des références artistiques à la peinture de Magritte par exemple. Mais voilà, il y a surtout, une fois encore, c'est un clip qui raconte une petite histoire un peu à la manière de Vivid, donc ça m'intéresse. Le personnage de Chuu est hyper touchant, enfin c'est vraiment quelque chose qui nous parle, c'est plus qu'une chanson vraiment. Quand je vois à travers le clip, je vois vraiment en fait pour moi c'est un film chanté quoi, c'est un petit film chanté, et c'est pour ça que je le trouve très intéressant, très bien réalisé. Et aussi pareil, les couleurs qu'il y a à l'intérieur, je trouve qu'elles sont super bien utilisées. Il y a un côté un peu kitsch, enfin dans le sens, je veux dire un peu Wes Anderson, je trouve, dans les couleurs. Ouais, Wes Anderson, c'est ça. Mais, du coup, c'est pas kitsch que je veux utiliser, mais ce truc à la Wes Anderson où tu suranné un peu. C'est suranné, mais dans un sens positif, quoi. C'est rétro, vintage, un peu dans les couleurs utilisées. C'est un vieux rose, des choses comme ça. Tu vois que c'est du studio en fait. Tu vois que c'est du faux, mais c'est un univers, tu vois. Et c'est un univers dans lequel tu acceptes de rentrer, quoi. Comme Wes Anderson. Et où je prends Budapest Hotel, tu vois. Tu sais que c'est du studio et tout, mais c'est un univers particulier, tu rentres dedans, c'est quelque chose de magique, tu vois, et c'est pour cette raison que Heart Attack est à la 3e place. En 2e place, One and Only de Go On.
incroyable ce MV, encore une fois, les histoires qu'il y a dedans, le fait qu'elle se transforme, la métaphore de la chrysalide, le format surtout du MV qui est parfois en mode, je sais pas comment dire, un format téléphone, un format portrait, parfois un format paysage, mais même qui est très réduit aussi, qui est un format hyper bizarre, enfin c'est cadré de manière super chelou. On sent que là ils ont vraiment essayé un truc au niveau de comment c'est tourné, comment c'est filmé, et encore une fois les références incroyables qui sont, je trouve, en plus encore plus complexe avec One and Only qu'avec New, Egoist ou Heart Attack pour la dernière subunit, qui rendent vraiment Go-On hyper intéressante. Son personnage au sein du Lunaverse est hyper intéressant et ce clip lui fait justice pour le coup. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui trouvent la chanson un peu en dessous, mais je trouve qu'au niveau MV c'est un de ceux qui sont au-dessus. Je vais pas faire de remarques parce que je crois que je vais en parler un peu après de ce clip, donc je vais me taire. Moi, mon numéro 2, c'est Sweet Crazy Love de Odd Eye Circle. Oui. Pour moi, je trouve c'est vraiment un clip magnifique, notamment pour sa photographie. Je trouve que c'est un très beau noir et blanc, parce que tu peux avoir des gens qui utilisent du noir et blanc pour dire voilà, le noir et blanc c'est joli, juste par esthétique. Non, là c'est très bien utilisé. En plus, on voit le grain dans l'image. Je trouve que ça apporte une certaine pureté, une certaine atmosphère et tout dedans. Et puis ça permet d'accentuer beaucoup les clairs-obscurs, parce que tu as des zones quand même très sombres. Elles sont dans des trucs souterrains, dans un métro. Enfin, c'est super bien mis en avant. Et ce qui est beau, c'est que tu as un contraste entre ces moments où elles sont chacune toute seule, où derrière tu vas avoir un fond très sombre avec des petits rayons de blanc, et les moments où ça la chorégraphie, où elles sont ensemble, où là par contre tu vas avoir un fond blanc, où c'est elles qui vont être en noir en gros. Donc il y a vraiment une opposition entre les moments où elles sont séparées, donc c'est très agréable à voir. Et puis t'as des portraits qui sont magnifiques. T'as un portrait à un moment sur Jinsu, quand je l'avais vu, ça m'avait fait tomber. Mais voilà, c'est surtout pour ce travail cinématographique et ces jeux d'ombre et de lumière qu'il y a à l'intérieur que je trouve magnifique. Et pour moi, vraiment, les plans, c'est des photographies, quoi. C'est des très belles photographies. Bon, après, il y a la dernière partie qui est en couleur. C'est vrai que j'ai un peu omis cette partie-là, qui est aussi très bien, mais c'est vrai que moi, c'est plus la partie noir et blanc qui m'a marqué. Mais cette partie noir et blanc, ça m'a fait penser un peu au photobook de FX, Red Light, voilà, qui est en noir et blanc. Oui, c'est vrai. Petite mention honorable, donc déjà j'ai Egoist dedans, Sweet Crazy Love et Heart Attack pour la raison que tu as citée. Sweet Crazy Love, je pense c'est ma préférée de Luna, mais d'un point de vue MV je l'ai pas mis dans mon top 5 et j'expliquerai pourquoi après avec mon numéro 1. Et j'ai mon quatrième mention honorable, parce que désolé j'en ai 4, c'est Why Not, le tout récent, parce que je trouve qu'il propose aussi des choses super intéressantes au niveau visuel, et il propose aussi encore une fois une histoire assez différente du Lunaverse et des effets visuels assez incroyables. Enfin, Heijin avec des fireworks, des feux d'artifice derrière qui explosent à 2 mètres d'elle. On aime le danger en K-pop. Quelles sont tes mentions honorables? Alors, mention honorable, j'ai Why Not, du coup, aussi, de Luna. Bon, c'est pas du tout pour le ah ouais. Hein. Non, visuellement, vraiment, il y a des très belles séquences que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les séquences sur la Lune, par exemple, ou les séquences dans le supermarché avec tous les objets, tu vois, en suspension et tout, avec Hyojin là dans son petit chariot et tout. Dans son petit chariot coloré. Ensuite, j'ai Kiss Later de Hyojin aussi d'ailleurs. Bah, tu vois, celui-là, je le mets dans la même case que Vivid et Heart Attack. Tu vois, ce petit truc un peu comique qui me raconte une histoire. Enfin, je le trouve super mignon et super drôle ce clip. C'est pas ma chanson préférée de Luna, elle est pas dans mes préférées, mais le clip il me fait plutôt rire, quoi. Il y a un côté pareil burlesque qui est intéressant. En troisième mention honorable, j'ai mis So What de Luna, du coup voilà, de cette information qui aussi pareil, voilà, il y a un jeu c'est surtout au niveau des mouvements de caméra que j'aime beaucoup, avec ces travelling puissants avant, arrière. Il y a beaucoup aussi de mouvements circulaires. Il y a un truc hyper entraînant, je trouve, qui te happe, vraiment qui te prend et qui t'entraîne en plus dans la puissance de la chanson. Et pour moi, au niveau de cette double lecture, que ce soit visuel et sonore, ensemble, les deux combinés, je trouve que c'est ça, moi, qui m'a vraiment pris. Donc c'est pour ça que je le mets dans les mentions honorables. C'est vrai qu'il est très intense, il est lourd, tu sais, regarder, c'est lourd, quoi. Alors, mon numéro 1, c'est Love Forever, la chanson de la subunit de Youth Youth by Young. Et donc, pourquoi c'est pas Sweet Crazy Love et Love Forever? Parce que vraiment, Sweet Crazy Love, c'est ma
voilà, c'est ma préférée. C'est parce que c'est une des titres du MV qui raconte le mieux l'histoire. Là où je trouve que Sweet Crazy Love est moins lourde en histoire Lunaverse. Love Forever, c'est de l'histoire du début à la fin. Chaque moment où on voit les membres dans le clip, ça fait référence à leur propre MV. Donc ils ont condensé 4 MV dans un 5e avec des histoires incroyables. Le fait que chaque membre possède une espèce de couleur un peu comme les maisons dans Harry Potter, c'est-à-dire qu'il y a une meuf qui a un serpentard et qui est mise à l'écart, et Eve est en Gryffondor, Chu est en Poufsouffle, Gowon est en Serre d'Aigle et Olivia elle est en Serpentard. Mais tu vois, c'est étonnant que ce soit ces 4 couleurs-là qui soient utilisées comme par hasard. Ça aurait pu être d'autres couleurs. Le fait qu'il y a une nana qui n'a rien à voir avec la K-pop, qui est là, une actrice qui joue le truc. Le fait que ça parle du paradis, de l'Éden, etc. Sauf que dans le Lunaverse, le paradis, ça a pas l'air d'être super cool. Enfin, des gens ont pas l'air d'y aller. Que ça cristallise tellement plein de trucs. Le décor qui est donc un château en Hongrie qui est incroyable. Enfin, c'est super beau. Je trouve qu'ils ont vraiment fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce MV en l'ancrant de manière très réelle. Et pourtant, en racontant tellement d'histoires intriquées les unes dans les autres que quand on le regarde la première fois, on le voit pas. Et quand tu t'intéresses au groupe, forcément, tu vois tous les signes, tous les trucs, tous les machins, tout. C'est incroyable, quoi. Qu'ils ont réussi à mettre toutes les références de tous les précédents MV dans celui-là, quoi. C'est sur celui-là qu'il y a Grimm. Ouais, c'est ça. Hein. Exactement, ouais. Ok. Je t'en prie. Et moi, mon numéro 1, c'est donc One and Only de Gowon. Oui. Pour moi, je pense, c'est pour moi de tous les MV de K-pop, c'est mon deuxième préféré. Je pense même que dans tous les MV que j'ai vus de toute ma vie, vraiment, hein, il est dans mon top 5. Juste, pour moi, déjà, ce qui est intéressant, tu vois, tu parlais du format vertical. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, tu regardes les autres clips de Luna, c'est un format très horizontal. Même limite, on dirait un format panoramique. Sur la plupart, pas tous, hein, mais sur la plupart, c'est un format panoramique. Et là, Be My Gowon, on se retrouve avec un format vertical. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être que toi tu sais. Ça sert l'histoire, et je trouve que c'est ça qui est incroyable, c'est que la technique sert l'histoire, et c'est ça qui est fou, quoi. Donc du coup, il va falloir que je me penche un peu plus sur l'histoire de Luna. Mais en tout cas, moi ce que je trouve ouf, c'est que vraiment chaque plan est magnifique. C'est vraiment, j'ai l'impression, tu vois, c'est comme quand tu regardes 2046 de Wong Kar-wai, chaque plan est magnifique. Rien que le début, ça commence. Tu as ce plan avec ce couloir au fond. Tu as déjà, dans la façon dont c'est mis en scène, ça me fait penser beaucoup au cinéma expressionniste allemand. Tu vois, tu as ces zones d'ombre, ces clairs-obscurs avec elle qui est au fond, avec une lumière, tu vois, qui plonge sur elle. Pareil, tu as plein de petits points de lumière tout le long du couloir. Donc déjà, tu vois, tu as une ambiance qui est créée avec ce ton bleu hyper glacial. Donc c'est assez particulier. Et là, tu enchaînes sur le deuxième plan, où c'est un portrait sur elle, un portrait poitrine, où ça commence, elle a le visage, tu vois, enfin le bas de son corps qui est éclairé, enfin son buste qui est éclairé, et son visage qui est dans l'ombre. Et je trouve que c'est quand même assez fort. Tu dévoiles même pas le visage de ton membre comme ça, tu attends encore, tu dois attendre. Mais surtout, il y a un traitement de la lumière qui est superbe. Et le truc, c'est que je suis obligé de, tu vois, je peux pas tout dire, mais tu vois, je suis obligé de sélectionner pour en parler. Mais t'as d'autres plans, un autre où elle est enfermée dans un placard, où t'as ce petit voile de lumière qui se dépose sur son visage, c'est magnifique. Celui où elle se regarde dans le miroir, pareil. Il y a une construction qui est très belle, tu vois, t'as l'impression que tous les espaces sont en suspension, t'as un truc très fantomatique, et justement t'as ce plan où elle est sous un drap là, pareil, sous une arcature, comme un fantôme quoi, assise. Ça me fait penser au film Ghost, je crois que c'était Ghost, je sais plus, là, qui est sorti en 2018, un très très beau film. Et enfin t'as un autre plan pareil que je trouve magnifique, du coup j'ai pas vraiment fait gaffe avec qui elle est. C'est cette plan où elle est dans cette grande salle où il y a quelqu'un qui la prend dans les bras, où elle lui met la couronne. Ouais, c'est Yves qui lui met la couronne. Bah, du coup tu vois ce plan où tu le vois avec la fenêtre, tu vois, t'as la structure de la fenêtre derrière, c'est juste des éléments qui tiennent en suspension dans le noir, vraiment comme le cinéma expressionniste allemand. Et je trouve ce plan mais vraiment magnifique, et une atmosphère très particulière. Ça fait un peu film fantastique, et
Et voilà, voilà. Je pense que c'est assez évident que j'aime ce clip. On est d'accord, il est incroyable. Voilà. mais tu sais, c'est parce que je suis tellement attiré et obsédé par le visuel que ce groupe en fait me plaît, parce que je trouve que ce qui est fait visuellement est incroyable, quoi. Je pouvais aussi citer Singing the Rain qui est incroyable, ou même Eclipse, enfin les transitions sont incroyables, bon bref. Ah oui, si j'ai une question, du coup tu m'as dit c'est peut-être ton deuxième clip, du coup quel est le premier? J'ai quand même envie de savoir. Mon premier... Je pense que les gens qui écoutent peut-être ça les intéresse. Mon premier c'est Crazy de 4 Minutes. Alors, c'est vrai, il est pas mal. Pourtant, ça a l'air d'être. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, je suis pas trop les clips dansants, tu vois, moi. Et pourtant, celui-là, c'est que de la chorégraphie qu'on voit dedans. Mais pour moi, ouais, mais il est incroyable. C'est un chef-d'œuvre au niveau du montage. Je sais pas, tu vois ce que c'est le Mickey Mousing ou pas en musique? Oui. Du coup, c'est vraiment, bon, pour ceux qui connaissent pas le Mickey Mousing, c'est lorsqu'une musique, un son va imiter un mouvement. Par exemple, vous allez avoir, je sais pas, un personnage qui veut marcher discrètement, mais vous allez entendre des petits bruits qui vont coller au son des pas, quoi, en fait. Donc ça va imager, en fait, un mouvement. La musique image un mouvement. Et là, pour moi, c'est ce qui se passe à travers ce clip, vraiment au niveau du montage. Le montage colle parfaitement avec le rythme, c'est quelque chose d'assez explosif, qui va vite, il y a plein d'effets aussi qui sont hyper intéressants, et je sais pas, il y a juste à prendre le moment où t'as le refrain qui se lance, où t'as Ji-Yoon qui balance le truc, là t'as un bruit de verre qui explose, là t'as un gros travelling arrière de la caméra, mais assez violent, et là, ensuite de ça, t'as la caméra qui va faire un travelling circulaire, mais qui, ça, c'est incroyable. Et qui suit, tu vois, le mouvement qui ondule des corps des filles. Et, ça, c'est et après, il y incroyable. a plein de petits détails dedans. L'utilisation du stroboscope aussi, qui est hyper intéressante. Bref, pour moi, c'est un... Quand je vois le clip, je vis la musique en fait. Et c'est pour ça que je le trouve parfait en tout point. Et c'est vraiment le clip que j'aurais rêvé de réaliser, quoi. Voilà, en gros, tout le monde après ce podcast va regarder tous les clips de Luna qu'on a cités et celui de 4 minutes pour voir ce qu'on leur trouve. Bon, donc voilà, ce qui conclut notre top 5 et aussi notre podcast, vu que le top 5 termine le podcast. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur plein de réseaux sociaux, donc toujours sur Discord, bien évidemment. Bon, moi, vous me connaissez sur la chaîne Monsieur Parapluie, Twitter, MR Parapluie _, Instagram, Facebook, c'est aussi Monsieur Parapluie. Et toi, je te laisse te donner tes petites infos. Moi, vous pouvez me retrouver toujours sur j'pasltemps.kpop, donc j'ai pas le temps avec un G, sur Instagram, où je parle d'actualité K-pop en faisant du rentre-dedans sans être méchant. Et tu es donc aussi sur le Discord. Sur le Discord. Deux pour le prix d'un sur le Discord. Voilà. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Merci pour vos retours pour le premier épisode, ça nous a fait très plaisir, parce que c'était unanimement positif. Je crois que j'ai pas entendu un seul truc négatif, donc tant mieux. Je croise les doigts, je serre les jambes. Merci à tous, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois. Et juste une dernière chose, justement, par rapport au retour, ce qui est intéressant, c'est que justement aussi si le Discord venait, parce qu'on parle de tout ça avec les gens sur le Discord, donc ça nous permet au moins d'avoir une suite à tout ça, de pouvoir revenir sur nos points. Donc déjà dans les commentaires vous le faites, c'est hyper intéressant, mais en plus dans le Discord, du coup au moins il y a un échange qui est un peu plus direct et c'est cool. Donc merci en tout cas pour les retours, ça fait plaisir. Au revoir à tous et à la prochaine. Bye. Bye bye.